Tu manges du ginseng, tu pètes le jet set, ça a aucun bon sens, ça te chaîne des lunettes, t'es jamais content de ce que t'as, renifle ailleurs tout le temps, ou l'os sera plus gras, t'es un chien fou. T'es un chien fou qui court partout pour bâtir le pire des empires, t'hésiteras pas à hésiter encore longtemps. Nous sommes le mardi 21 novembre 2017 et bienvenue à votre émission des chiens fous. Alors, j'espère que vous avez passé une agréable semaine, aussi folle que ce qui se passe présentement dans l'enclos. Dans l'enclos à chien. dans ce chenil, ce fond de sous-sol qui nous sert de studio. Alors, on fait tout de suite un tour de table avec nos chroniqueurs experts et je commence tout de suite avec notre deuxième intervenant et j'ai nommé Monsieur Éric Dubé. Bonsoir Éric. Salut Christian, bonsoir tout le monde. Comment ça va? Ça va super bien. J'ai passé une belle semaine. Ça passe vite. Écoute, on était les dignes représentants samedi dernier d'un déjeuner de production de Radio Infocité. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Puis Éric et moi, on a eu beaucoup de plaisir à rencontrer toute l'équipe, Jean-Marc, François Saint-Louis, aussi Martin-Joseph Lamontagne qui était présent avec sa conjointe. Et il ne faudrait surtout pas oublier Céline Lebel, qu'on salue. Oui, ça, moi, j'étais bien content de rencontrer tous ces gens-là que j'avais jamais vus, à part Jean-Marc, j'avais vu une fois. J'avais jamais rencontré François, fait que j'étais très heureux de faire connaissance avec tout ce beau monde-là qui participe à l'élaboration de cette belle radio. Écoute, ce soir, tu nous parles de quoi? Hey, je vais parler de plein de petits sujets. Un plus gros sujet, mais je vais commencer avec la mort de Charles Manson, que vous avez sûrement entendu parler. Oui. Je vais redéfinir le terme gourou. Et puis, j'aimerais ça qu'on parle aussi du projet de loi 157 encadrant la légalisation du cannabis, dans le fond, du gouvernement Couillard, qui est arrivé jeudi passé. Et puis, un petit peu tout le branle-bas de combat qui se passe à peu près au Canada, là, avec tout ça. Et j'aimerais ça qu'on peut-être parler de l'affaire Gilbert Sicotte. Oui, absolument, parce que je pense qu'effectivement, il y a encore des choses qui ont été dites, il y a des nouvelles affaires qui ont fait surface. Écoute, très hâte de t'entendre. Oui. Et, naturellement, de Sainte-Adèle, on a notre chroniqueur sportif qui est en ligne avec nous et qui est nul autre que Robert Sirois. Monsieur Sirois, mes hommages! Hey, un plaisir d'être de retour. Bonsoir les auditeurs, bonsoir mes chiens fous. Hey, salut. Salut. Pour moi, ce soir, c'est une nouvelle que je vais vous apprendre. J'ai pas le droit d'en parler, mais je vais en parler. Hey, ça, j'aime ça. Écoutez, je travaille sur la production d'un documentaire avec le réalisateur Nicolas Houde-Sauvé, qui a produit plusieurs documentaires, je pense au moins une vingtaine présentement, dont Il était une fois Guy Lafleur à TVA, Les Réals Bellan au Canal D, Faire un homme de toi, pour en nommer quelques-uns, J'ai la mémoire qui tourne, Bras de fer. Alors, c'est un expert, un des meilleurs Québécois, réalisateurs québécois. Et ce documentaire-là, présentement, on est en train d'essayer de le vendre à Radio-Canada, TVA et d'autres. Finalement, on cherche un réseau de télévision. Et puis, déjà, il y a pas mal d'intérêt. Le titre, Fucking Frogs. Oh là là! Ça promet. C'est bon, ça. Très hâte de Non, mais il faut s'assumer à un moment donné, là. Hein? Absolument. Écoute, très hâte de t'entendre. Très hâte de t'entendre élaborer là-dessus dès 8 heures. Et dernière chronique, donc on laisse la place à notre aîné ici dans le studio, parce que sinon on aurait bien sûr M. Sirois qui est un membre fondateur, mais nul autre que M. Veilleux. Alors Claude, salut! Salut! Hey, tu vas nous jaser de quoi ce soir? Ben, j'aimerais ça en finale, on parle un peu du malaise que constitue le débat gauche-droite. C'est-à-dire, c'est un débat souvent,
on adresse des reproches à la gauche, et quand on tombe sur quelqu'un qui est à gauche et qui n'adhère pas à ce qu'on appelle tout l'agenda libtardé, là, libtard, liberals, là, il y a une petite chicane et un petit malaise qui pogne souvent. Tu sais que c'est un de mes sujets de prédilection. Oui, c'est ça. Et fondamentalement, j'ai eu une bonne discussion avec les auditeurs, le connaissent. Il est rendu aussi sur Vigile avec Sacha Alexandre Gauthier, maître S-Effectivité, là, qui est aussi un copain. Et on parlait de ça. Donc puis, Sacha est rendu sur Vigile? Oui, il est rendu sur Vigile, oui. Puis avec M. Lehir et compagnie, Jean-Claude Pomerleau. Puis on a eu une discussion, puis ça m'a instillé l'idée de parler de ça, parce que souvent, les gens qui sont à gauche se voient un petit peu offusqués quand on parle contre la gauche. Puis on va essayer de démêler tout ça, puis en même temps, laisser la parole à tous ceux qui sont ici autour de la table sur ce sujet. Hey, écoute, oui. Puis moi, j'aimerais ça que tu nous fasses. La semaine passée, tu nous avais dit en toute fin d'émission que tu développais, que tu articulerais un petit peu au niveau de l'intersectionnalisme, là. J'aimerais ça que tu nous reviennes un petit peu là-dessus. Oui, justement, ça va faire partie du... Génial, oui, génial. Écoute, très hâte de t'entendre là-dessus. Et bon, pour la première chronique, c'est moi qui vous réserve mes petites surprises. Donc, je vous parle un petit peu des différents sujets dont je vais traiter durant les prochaines minutes. Guy Ouellette, on a appris en fin d'après-midi aujourd'hui qu'il réintégrait le caucus du Parti libéral du Québec. Donc, sujet à jaser. Je vais vous parler de Carlos Letao et son 278$. 278$. Je vais vous parler de l'industrie minière au Québec qui reprend vie, mais à quel prix? Je vais vous parler de la crise. On entend ça, c'est nouveau, ça vient de sortir tout de go comme ça. Le manque de main-d'œuvre criante au Québec. Et ensuite de ça, Ottawa et Québec qui se disent prêtes pour la déferlante d'immigrants illégaux au Québec et le retour des djihadistes au Canada, faut-il vraiment s'en préoccuper? Alors, on part ça immédiatement avec ma chronique. Hey, moi là, j'ai une petite question pour vous autres, messieurs. Je suis tout seul ici à ressentir un certain malaise à revoir Guy Ouellette réintégrer le caucus du Parti libéral? Ben, c'est parce que c'est surtout qu'on sait toujours pas qu'est-ce qui s'est passé en bout de ligne. Hein. Ouais. Tu sais, on peut faire un paquet de théories là-dessus, on peut émettre les théories du complot, on les connaît, mais qu'est-ce qui s'est passé? On reconnaît la voix de notre habile... Excusez-moi. Ça venait d'outre-tombe. C'est la voix du Seigneur qui s'exprime. François, es-tu là? Bon. Alors, on reconnaissait la voix de notre technicien François Bénard qui est de retour avec nous, comme toujours, fidèle au poste. Alors, je m'excuse François, j'ai été un petit peu déconcentré par le bruit de Spring. Ben, en fait, c'est ça. On pose la question à propos de M. Ouellette, mais qu'est-ce qui s'est passé en bout de ligne avec l'UPAC? On n'a aucune idée. C'est quoi les perquisitions? C'est quoi la raison pour laquelle ils l'ont arrêté? On ne sait pas c'est quoi les raisons profondes. On a un gros voile blanc là-dessus. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Et là, on le réintègre. En fait, c'est toi qui me l'as appris tantôt en début d'émission, parce que je ne l'avais même pas vu passer. Donc... Eric? Moi, j'ai pas de problème. OK. Ben, c'est un libéral, là. Tu sais, je veux dire, peu importe. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, moi, je pense que cet homme-là a peut-être voulu sortir des choses, a peut-être voulu, mais en même temps, il reste profondément un libéral dans son fond intérieur. Il fait partie de la famille libérale. Mais même là, tu dis, il a sorti des choses. Écoute, je ne sais pas. Honnêtement, c'est une question sur laquelle j'ai vraiment aucune idée quoi penser. Je ne sais pas. Il l'a infiltré. Oui. C'est un gars qui a infiltré. Ça, là, Ouellette, c'est quelqu'un qui a travaillé à l'infiltration des groupes criminels toute sa vie, toute sa carrière. C'est un incorruptible. Donc, il peut être rendu au Parti libéral comme vous voudrez, mais une chose qui est certaine, c'est que
moi, je pense, j'en avais même parlé ici. Quand il s'est fait arrêter, on était aucunement censé être au courant de ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fuité son arrestation. OK. Ça veut dire que la police elle-même a fuité aux médias son arrestation. Donc, c'était juste pour le tasser. Donc, lui, ce qu'il a fait récemment, pour faire une histoire courte, il est allé voir ses avocats et tout ça. Il a dit, si j'attends que ça se règle et qu'on porte des accusations contre moi, je vais être vraiment tassé. Ouais. Donc là, il a fait une demande pour revenir. Puis comme on n'a rien contre lui, le caucus a décidé de le réintégrer. Ça vient de s'éteindre. Mais, moi. Mais toi, ça t'étonne pas parce que malgré les soupçons que l'UPAC a laissé un peu planer autour de lui, que les libéraux l'aient réintégré comme ça? On me dit qu'il y a toujours de la politique. L'UPAC lui-même, non, moi, ça ne Si on avait eu quelque chose de similaire, mettons, on a un gouvernement péquiste, puis on a un ministre ou un député comme ça qui se ramasse dans une situation similaire, tu penses qu'il se fait réintégrer? Non, moi, je pense qu'au contraire, le Parti libéral, si ça n'avait pas été du fait cet homme-là sans tâche, je pense qu'il aurait réussi à s'en débarrasser. Et une des façons de s'en débarrasser, c'était celle-là, de l'arrêter et de faire fuiter son arrestation. Parce que des histoires comme ça où tu as l'UPAC qui va aller rencontrer quelqu'un, même le mettre sous arrestation, si tu n'es pas au courant, tu n'es pas au courant. Donc, la vie, si ça n'avait pas fuité dans les médias, aurait continué pour Guy Ouellet. Et, comme d'habitude, si on a fait fuiter ça, c'est parce qu'on voulait le tasser, faire en sorte qu'il soit plus dans l'appareil. OK. Donc, point de vue intéressant. Comme un bon libéral, il est revenu au barricade. Oui, un bon libéral. Même après ça. Oui, mais c'est bien beau de dire un beau libéral, mais comme je vous dis, tu n'es pas obligé de me croire sur parole. Mais je connais pas mal ce dossier-là, sur ce plan-là. C'est un incorruptible. Donc, peut-être qu'il a été corrompu depuis. Mais c'est un gars notre Elliot Ness québécois. D'une certaine façon, c'est ça. Oui, c'est quelqu'un qui a toujours infiltré la mafia et tout. Il a fait ça toute sa carrière. Donc, lui, probablement, c'est la gang à Charest qui veut s'en débarrasser. Alors, c'est au niveau politique, l'UPAC, c'est toujours utile. Là, et lui-même le dit. Sauf que, politiquement, on peut en jouer des coups comme ça pour tasser des ennemis. Soit on les abat, soit on les tue politiquement. C'est l'histoire du monde. Donc, on ne l'a pas abattu. Donc, on veut le tuer politiquement. Et lui a été juste assez habile. Puis, il est allé voir ses avocats dernièrement. Puis là, il a dit, là, tu es en train de te faire tasser. Donc, il faut que tu réintègres. Attends pas que tout soit réglé. Parce qu'on avait l'espérance, l'espoir que les médias et nous, par exemple, autour de dire « Hey, qu'est-ce que c'est ça? C'est un maudit libéral-là, puis il est réintégré. » Puis qu'on joue ce jeu-là. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Pas du tout. Quelle sorte de pain? Pain de sel, pain noir? Mais je pense que là-dessus, tout le monde a réagi de cette façon-là. Oui, on juste dit... Non, mais je pense pas. J'ai pas eu la sensation que la population était contre Guy Ouellet, ou en fait, on reste dans le néant à ce niveau-là. Oui, c'est ça, stupéfait un peu. Oui, ben c'est ça, interdit. Puis moi, honnêtement, c'est ça mon réflexe encore ce soir. Moi, être un libéral, que je ne suis pas, on s'entend, là, mais dans tous les sens du mot, je ressentirais un malaise à voir Ouellet réintégrer le caucus aujourd'hui. Parce que il reste que planté, pas planté, droite, incorruptible, je ressentirais quand même un malaise. Parce qu'il y a toujours un ombre, un doute qui plane. Je sais pas, là. Il y en a qui, je sais, qui vont vouloir me garocher des tomates en me disant, ben voyons, Ouellet, regarde, ça lave plus blanc que blanc. Non, mais la question n'est même pas là. C'est-à-dire que c'est un parlementaire. Ouais. Et on a fait à un parlementaire ce qui ne devrait jamais se faire. Okay. Donc, c'est juste là-dessus. Tu n'as pas besoin de me croire sur parole parce que je n'en sais trop rien. Mais une chose qui est certaine, c'est à partir du moment où on fait ça à un parlementaire, et en plus on laisse couler ça dans les médias, c'est un parlementaire. Il doit réintégrer, il doit rester parlementaire. C'est aussi simple que ça. Et si l'UPAC a quelque chose, ben qu'il le dépose. Ben, en fait, moi j'irais plutôt dans ce sens-là pour qu'il y ait une motion unanime de l'Assemblée nationale, intimement, je sais pas moi, sous un huis clos auprès du président de l'Assemblée nationale ou d'un groupe extrêmement restreint de personnes, de pouvoir comme avoir accès à la preuve ou à certains éléments pouvant justifier l'arrestation de Ouellet. Autrement, tu as peut-être raison, mais si autrement, une rétractation de la part de l'UPAC, pure et simple.
Mais tu sais, tu laisses pas ça aller de même. En tout cas, moi c'est mon opinion, c'est mes 2 cents. Puis jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose de similaire qui soit fait, moi je continue de ressentir un malaise. Puis je suis pas libéral, là, mais j'imagine pour les gens qui sont membres du parti, qui ont leur carte du Parti libéral, ils doivent trouver ça un peu étrange. Ah, peut-être, mais je le répète, c'est un parlementaire, c'est un truc classique pour tasser quelqu'un. Ouais. C'est un truc classique. Non, je regarde, je remets pas sans doute. Qu'importe ce qu'on pense de Guy Ouellet, on ne doit pas tomber dans ce panneau-là de laisser ce qu'on appelle une police politique. Ouais. Parce que je ne dis pas que tout l'UPAC est une police politique, mais il y a des gens qui ont tiré des ficelles, c'est simple. On s'entend là-dessus. On pense qu'il y aurait peut-être fuité des trucs aux médias qui auraient pu nuire à l'enquête. Donc, on va l'arrêter. Écoute, c'est très simple. Là. Puis, je mettrais pratiquement ma main au feu que c'est comme ça que ça s'est passé. Mais ça, je ne le sais pas. Donc, c'est-à-dire on n'a pas de preuve. Donc, on va l'arrêter. On est dans une théorie. Là. Donc, c'est ça. On va l'arrêter parce on a vu ça partout. C'est comme ça que ça marche, le monde politique. Donc, on va l'arrêter puis on va faire fuiter ça aux médias. Comprenez? Donc, en le faisant fuiter aux médias, donc on le neutralise. Donc, moi, je l'ai vu live, là, en direct, se produire. C'est ce que je pensais quand j'ai vu ça sortir sur les fils de presse. Puis tout me confirme là, que c'est une hypothèse la meilleure pour moi. Mais une chose que tu vas peut-être pas me confirmer, Christian, qui nomme le chef, le directeur de l'UPAC? Ben, en fait, c'est le premier ministre. Est-ce que ça serait pas normal que ce soit une décision qui passerait par l'Assemblée? Aux 2 tiers, mettons, aux 2 tiers. Oui, absolument. C'est ce qui a été demandé. En fait, comme un vérificateur général. Les pouvoirs de nomination du premier ministre sont gigantesques. C'est son plus gros pouvoir. Les gens pensent que son pouvoir au premier ministre, c'est une influence qu'il exerce sur ses ministres. C'est vraiment son plus gros pouvoir au premier ministre. Et ça, c'est vrai autant au provincial qu'au fédéral, pour les 2 premiers ministres. C'est vraiment leur pouvoir de nomination en général. Parce que non seulement ils peuvent nommer les ministres, mais ils peuvent nommer les hauts fonctionnaires. Ils peuvent nommer les juges, effectivement. Oui. Ils nomment les juges, ils nomment tous les chefs de sociétés d'État. Exact. Et c'est la raison pour laquelle je suis vraiment ce qu'on appelle un effectiviste. Pour l'indépendance du Québec, pour moi, on a le meilleur système pour procéder. Parce que le premier ministre, c'est pas un président. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est assez plénipotentiaire, qui a le pouvoir. Puis on a un système qui fait en sorte que si on arrête avec le broyage de ceux qui veulent la proportionnelle, ben il te suffit de prendre le pouvoir. Les élections sont garantes de tout. Tu promets des choses, puis tu le fais. Absolument. Absolument. Ça me rappelle une chronique qu'on avait faite l'année passée où on parlait de la séparation des pouvoirs, justement, que ça devrait... Et parlant de pouvoir, pouvoir, ça rime avec argent, et argent, ça rime avec budget, et budget, ça rime avec pré-budget ou cadeau de Noël. Alors, Carlos Letao vient de nous annoncer que nous allions bénéficier de 278 magnifiques beaux dollars. Un beau chèque que nous allons recevoir avant Noël. Je trouve ça ridicule. Sans oublier que ça vient avec une partielle privatisation du système de la santé, une partielle privatisation... Une destruction. Du système, destruction, ça serait plus approprié, effectivement. Les libéraux ont coupé 2,6 milliards. Si on fait tous les calculs là, depuis environ une quinzaine d'années là, en matière d'éducation. 14 ans. Oui. En matière d'éducation, 2,6 milliards qui ont coupé. Ils se pètent les bretelles en nous disant qu'ils réinvestissent. Qu'ils vont réinvestir à somme toute autour de 1 milliard de dollars présentement. On est juste short de 1,6 milliard. Tu sais, c'est beau. Puis ça, c'est 2,6 milliard. On s'entend en éducation que ça serait uniquement pour obtenir les services tels qu'ils existaient il y a 15 ans. C'est ça. Okay. Donc on est rendu ailleurs avec des problématiques de plus en plus grandes en éducation, en termes de jeunes, puis même de difficultés. Puis même, Éric, à 2,6 milliards, là, il sera encore en arrière. Oui. Parce qu'à 2,6 milliards, il y a eu de l'inflation depuis le temps. Exactement. Fait que là, on serait rendu probablement qu'il faudrait qu'il injecte 3 milliards et non 1 milliard. Donc, il manque 2 milliards de manque à gagner. Puis là, ça se pète les bretelles. Vous avez fait des baisses d'impôts, ça a baissé 278$ que vous allez recevoir un beau chèque. Puis là, ben, ceux qui gagnent moins de 42 700 $, mesdames et messieurs, attachez votre truc avec la broche parce que vous allez avoir une baisse, une diminution de votre seuil d'imposition de 16% à
Roulement de pourcent, 15%. Tu sais que, je sais pas si c'était ce matin, je pense que c'était ce matin. Oui, ça devait absolument être ce matin sur les ondes de Radio-Canada. Radio-Canada. Il y avait la Chantal Hébert qui disait, comme à peu près tous les autres chroniqueurs que j'ai entendus, parce que souvent elle fait partie des chroniqueuses là, qui donnent le ton, disait que les gens ne seront pas dupes, et c'est un truc qui est très électoraliste, mais qui probablement ne marchera pas. J'espère. Parce que ça, vous savez, c'est des trucs qui, oui, peuvent marcher, mais ici, elle pense qu'elle faisait le lien avec Stephen Harper, avec son lien, puis là, à la veille des élections, et les gens, leur idée était déjà faite. Ils ont pris le chèque, ils ont voté, ça n'a pas influencé le vote des gens. Mais Stephen Harper s'avait quand même fait bâcher longtemps d'avance, par exemple. Ce qui me fait penser... libéral aussi, d'une certaine façon. Ce qui me fait penser que ça va peut-être se concrétiser, ce que tu dis, Claude, c'est le fait qu'on voit vraiment une désaffection des libéraux qui sont canadiens français, donc québécois francophones, qui ont tendance à migrer présentement vers la CAQ. Et ça laisse une chance effectivement de se débarrasser d'eux autres en octobre prochain. Là. Fait qu'on se croise les doigts, on va voir ce qui va se passer avec ça. Les familles, donc, vont aussi recevoir un chèque de 100$ si tu as un enfant en âge d'être scolarisé. Donc, tu vas recevoir ça l'automne prochain pour la rentrée scolaire pour pouvoir t'acheter des crayons, des effaces puis du liquid paper. Et quand tu fais le calcul simplement des frais supplémentaires que tu dois payer maintenant dans le système d'éducation, ben, c'est même pas à coût nul, c'est à coût moindre. C'est-à-dire que tu es encore perdant. Effectivement. Mais non. Écoute, c'est un beau chèque de 100$ juste avant les élections, hein, parce qu'on va être à peu près un mois et demi avant les élections. Hey, la facture d'entrée à l'école, les enfants, là, juste pour les effets scolaires, les services de garde et tout ça, moi, c'est presque 800$ cette année. Les trois, ils vont au public, là. 800$. C'était à toi de ça, je compte pas les frais scolaires. Oui, c'est ça. Je compte même pas les frais scolaires, je parle juste des frais. C'était quoi l'idée? C'était quoi l'idée de faire 3 enfants? 3 enfants? Moi, j'en ai 4. C'est quoi cette idée-là de repeupler le Québec? On n'a pas besoin de ça. Moi, des jeunes Canadiens français, j'ai pas besoin de ça. Tellement mon Québec, moi. Ouais. Éducation, donc, l'État a toujours dans la même énoncé, nous dit qu'il va injecter d'ici la fin de l'année 17 millions supplémentaires en argent qui permettront d'embaucher des orthophonistes et plus de 60 millions donc en 2018. Mais comme je vous dis, on est quand même dans le trou de 2 milliards, fait que rendu là, 60 millions, on est une goutte dans l'océan. Industrie minière qui reprend vie. Ouh. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Reprend vie, c'est pas mort? Ben là, ce qu'on nous dit, c'est que ça roulait pas mal au ralenti depuis 2012. Et là, il y aurait des investissements dans le dernier trimestre qui auraient été faits à hauteur de 3 milliards de dollars en investissement, donc de minières, de grosses compagnies, que ce soit sur la Côte-Nord, que ce soit en Abitibi-Témiscamingue ou encore dans le nord du Québec. Donc, pour faire de l'extraction, acheter de l'équipement et naturellement former du personnel. Moi, où ce que je vois un problème. Tu sais, au Québec, c'est une superbe juridiction là, pour les compagnies minières. C'est rêvé. Ben, le Canada est un paradis fiscal pour les minières, selon Alain Deneau. Là. Puis c'est pas moi qui le dis. On n'a plus besoin d'aller dans les Bermudes. Puis... Ah non, écoute, c'est clair. On est nous-mêmes en train de devenir donc une industrie, pas une industrie, mais un paradis fiscal, du moins pour ce type d'entreprise. Et surtout qu'ils n'ont pas à payer de redevances ou presque pas de redevances. Ça en est ridicule, de 1. Et de 2, il n'y a pas de transformation ici en sol québécois ou en sol canadien très très peu, mais il y en a un peu. Mais en sol québécois, presque rien. Donc ce minerai-là, qui est extrait de notre sol, on ne donne pas une scène pour. Et non seulement on ne donne pas une scène pour, ou on nous donne comme quelques grenailles là, pour nous fermer le bec en disant « Oh, on a extrait pour 50 milliards de minerais, puis on vous a donné comme un 10 millions, là. Contentez-vous de ça, là, vous allez être contents. Là. On vous a donné un beau petit chèque de 10 millions, là, fait que fermez vos gueules. » On pourrait pas forcer ces entreprises-là à faire de la transformation ici. Donc, des fonderies
qui vont faire des lingots, au moins cette étape-là, à défaut de transformer complètement en produit fini, au moins avoir comme on a l'industrie des ressources primaires, mais une transformation, donc un secteur secondaire qu'on pourrait développer ici au Québec. Me semble que ça vaudrait. Mais ça va venir aussi avec la population, parce que honnêtement, je pense que tu vas en parler dans ton prochain sujet, là, la pénurie de main-d'œuvre. Pour faire de la transformation, ça prend du monde aussi. Hein? Mm-hmm. Donc, c'est sûr et certain que si on prend, on fait un parallèle avec les pêches, longtemps, on a pêché sans faire aucune transformation. C'est un peu le même principe. Faire de la transformation, tu as une usine, puis là, tu transformes ton poisson. Et là, tu considères que tu as tout un marché en dessous là, de 300 millions de personnes. Absolument. Oui, ça se fait. Sauf que, en ce qui concerne l'industrie minière, bien entendu, il y a des améliorations à apporter, surtout quand il est temps de reboucher les trous ensuite, les redevances. Mais de là, aller jusqu'à l'impact environnemental. C'est ça, c'est ça, en parlant de boucher le trou, je parlais de ça. C'est sûr qu'il faut que ce soit réglementé, mais en même temps, pour connaître un peu ce marché-là, il faut quand même que quand tu t'installes, si tu veux finalement des jobs, il faut que la juridiction s'y prête aussi quand même un peu. Hein. Fait que, c'est normal qu'on fasse quand même attention. Puis que... Je suis conscient qu'il faut faire certaines concessions auprès des entreprises. Ça, regarde, là-dessus, moi, je suis d'accord avec toi. Mais effectivement, comme tu dis, de un, il faut qu'ils soient aptes et qu'il y ait de l'argent qui soit mis de côté pour pouvoir réparer et, comme tu dis, boucher le trou. Et secondo, ça serait normal qu'il y ait un per diem de ce qui sort du sol, qui soit redonné comme au peuple québécois, ou du moins à son État, comme bénéfice, comme ça se fait par exemple en Scandinavie. Il me semble que c'est la moindre des choses. Mais tu te souviens, c'est semblable. Tu sais, écoute, ça fait quelques mois de ça, là, il y avait le fameux contrat avec les pétrolières là, qui était passé, puis qui parlait des indemnisations en cas de catastrophe, et ça allait, je crois, jusqu'à 25 millions. Là, ça avait passé dans les journaux. Là. C'est à l'État, justement, de mettre ses culottes et de dire, regarde, il n'y a pas de limite. La limite, c'est le montant que ça coûte pour réparer et indemniser ceux qui auront été sinistrés. Exact, okay? C'est ça. C'est ça la limite. Dans le Golfe Persique, quand est arrivée la catastrophe, y avait-tu une limite à ce moment-là? Pour la compagnie, je pense que c'était Shell. Quand il y avait eu la grosse catastrophe dans le Golfe du Persique, la plateforme pétrolière... Tu parles quand Saddam a fait sauter? Non, c'est quand BP avait... Ah, toi, tu parles dans le Golfe du Mexique. Oui, non, je donnais ça en exemple. Je pense que c'était aux États-Unis, évidemment, mais Deepwater Horizon. Il n'y avait pas de limite à ce moment-là. Non, c'est ça. Oui, parce que l'État met ses culottes, puis l'État dit, regarde, tu vas payer, tu vas réparer, puis non seulement tu vas réparer, tu vas indemniser ceux qui sont directement touchés par ta marde. Donc, ça se négocie. Donc, c'est quelque chose qui se fait. C'est un petit peu à ça que je veux en venir. T'as beau avoir déréglementé, hein, comme précédemment tous les gouvernements américains l'avaient fait, mais à partir du moment où tu t'installes, tu dis OK, non, c'est où là, c'est un peu dans le même principe que je disais, l'État peut tout faire. C'est pas vrai qu'on est lié par des règlements. L'État se décide de dire non, ça marche plus. Je m'appuie sur le peuple, je me suis fait élire pour ça. C'est l'État qui fait les lois, qui fait la réglementation. Au-delà de ça, il y a aussi, il y a un autre aspect là, que j'avais abordé quand on avait parlé de John Perkins, mais là, j'aborderai pas ça. Là. Bon. Alors, manque de main-d'œuvre. Alors là, ça c'est la grosse nouvelle depuis environ une semaine et demie. Ben là, il n'y a pas une vague d'immigration massive. Avant, il y a une semaine. Ouais, mais avant. Tu fais des drôles de liens. Ça se peut pas que ça ait un lien. Oui, mais tu sais que le problème, c'est que les gens qui vont entrer illégalement, là, c'est pas des chauffeurs de truck. C'est pas des chauffeurs de pépines. C'est pas toutes, mais il y en a une Christophe de gang là-dedans que c'est de la racaille. OK? Ouais. Pas tous. Mais il y en a pas mal que ça en est. Okay? Mettons, des gens qui ont des casiers judiciaires, soit dans leur pays d'origine, là, on parle entre autres d'Haïti, mais faut parler aussi de l'autre gang après, là, qui est d'Amérique centrale, hein, Honduras, Nicaragua, je crois. Tout ça, puis qui se ramassent à New York, puis à un moment donné, eux autres aussi, ils vont se faire botter le derrière par les Américains. Donc, je veux pas que ça remonte ici, moi, ça. Mais t'as-tu des... Ils sont 250 000, eux autres. Hein? Fait que là, on a nos Haïtiens qui sont 58 700. OK, donc ils... 50, ouais. J'avais vu 50 000, là, ouais. Non, c'est 58 700. Okay. Le chiffre exact. Je m'ostine pas. T'es mieux. Puis, puis t'as... donc, alors, vous pouvez être certain que le chemin Roxham,
ça risque fort de ressembler comme à une file de McDo sur l'heure du midi. Il va avoir tout un line-up, soyez-en certains. Et là, le gouvernement du Québec et le gouvernement canadien se disent maintenant prêts à accueillir ces migrants. Là, je suis en train de mélanger deux sujets, hein? C'est ça que je fais, là? OK, bon, on mélange les deux sujets. C'est pas grave. Tu parles de pénurie de la main-d'œuvre. Parce que là, c'est Eric, là, il nous a fait glisser sur un lien, c'est-à-dire, c'est drôle, on nous parle de ça une semaine avant. Moi, j'ai le dos large, là. Faut mettre ça sur mon dos. Fait que donc, t'as un manque de main-d'œuvre qui est apparu comme ça subitement il y a une semaine et demie. Avant ça, on n'en parlait pas. Mais là, subitement, là, il manque de travailleurs partout. C'est la crise, c'est la fin du monde. Mesdames, messieurs, je tiens à attirer votre attention sur le fait suivant. Le Québec accueille, bon an, mal an, entre 50 et 60 000 immigrants par année. Le taux de chômage chez ces immigrants est très, très élevé. Plusieurs de ces immigrants sont des gens qui sont hautement qualifiés, mais qui ont des problèmes d'équivalence au niveau de la reconnaissance des équivalents, qui fait en sorte que ces gens-là sont souvent sur l'aide sociale, sur le chômage, ou obligés d'accepter des jobs avec des salaires comme minables. Le taux de chômage chez ces gens-là avoisine les 30 à 40%. On en a du monde qui sont prêts à travailler. Ces gens-là, là, ils sont prêts à travailler, là, ces 30-40% là. On peut pas commencer par leur donner des jobs à eux autres, Simonac. C'est ça. Puis après ça, on regardera ce qui manque. Puis qu'est-ce qui manquera? On le comblera soit avec notre monde, soit avec notre immigration. Et l'immigration que nous choisirons, pas qui nous sera imposée. Parce que l'immigration qui passe par le chemin Roxham, c'est pas de l'immigration, OK? C'est des migrants illégaux. C'est des illégaux. Et la plupart de ces gens-là, je l'ai dit précédemment, c'est de la racaille. Pas tous, mais une maudite gang. Moi, je trouve que t'as des propos un petit peu tendance raciste, je trouve, là. Non, mais... Parce que je dis qu'il faut trouver de la job à nos immigrants. Dit-il masqué. Légaux masqués. Dit-il masqué. Un antifasciste. Un antifa qui a infiltré Radio-Infocité. Pas pire, ça. Ah, écoute, moi, honnêtement, là, moi, ça me fait capoter, ça. Tu sais, je dis, regarde, recevons notre monde, intégrons-les correctement, choisissons qui on laisse rentrer en sol québécois, parce qu'on veut des gens qui vont venir faire... Puis, je dis québécois, regarde, élargissons là, dans l'ensemble canadien. Choisissons des gens qui vont venir comme construire l'édifice, OK? Puis qui vont adopter les valeurs. Mais le problème, c'est toujours le donné multiculturaliste à barbe de Justin Trudeau. Et de son père. Et de son père, mais là, lui, il y a la version 2.0, là, qui est la version complètement rénovée, hein, qui est la version post-nationale, dans laquelle il n'y a plus aucune valeur, où il n'y a plus de peuple fondateur, il n'y a plus, à part les Amérindiens, on s'entend, là. Donc, il y a plus... Puis ça, les Canadiens anglais dans l'Ouest canadien, ils commencent à chirer, puis ils commencent à... écoute, moi, je regarde ça, là, sur non, mais la ballonne va péter, avec la dernière crise migratoire, là, on voyait que ça passait pas dans la population. C'est tout ça qui nous a mené, en plus, avec le projet de loi 62, hein, la petite grenade du Parti libéral du Québec. Je suis pas certain, là, je pense que c'est trop resserré. Je suis pas sûr qu'ils vont y aller allègrement comme la dernière fois. Donc, ils vont se rencontrer, Hortel et l'ancien astronaute vont se rencontrer là, à huis clos là, à Ottawa pour essayer de... This is ground control to Major Oui, c'est ça. Ils vont essayer de faire ce qu'on appelle du damage control, hein, du contrôle de dommages. Mais ils iront pas, je crois, de plein fouet parce que la population en a assez. Oui, mais c'est ça, rendu là, quand je regarde le phénomène, je sais même pas si on peut parler de multiculturalisme canadien, tu sais comment je vais préciser ça. La culpabilité, mais on pourrait parler de mondialisme. La culpabilité, c'est un levier qui marche tellement bien. Je suis d'accord. Non, t'as pas compris à quel point ça va bien marcher. Ils vont te l'enfoncer et naturellement, ils vont s'arranger pour la gauche radicale de marde. Viennent brandir encore une fois... ces petits drapeaux là, avec la gang de Jack Gissing puis sa gang de merdeux là.
Ils vont venir. Non, mais ils vont venir virer des chars, pousser des poubelles, garrocher des roches au monde. As-tu regardé de voyous. Tu t'es pas mêlé avec Jack Mincing, là? Non, il n'y a pas question de turban ici. Mais ils ont juste, tu sais qu'ils ont juste en profité, les antifas, pour faire leur bordel comme ça avant que je prenne le pouvoir. Parce que moi, je suis pas un fasciste, mais je suis un autoritaire. Je créerais une police pour les bastonner sévèrement. Moi, ça serait, honnêtement, là, t'es masqué, je te ferais bastonner ça sévèrement en prison. Mon Dieu, certain. Ben non, mais c'est sûr qu'on nous accuse à tort quand on a des propos comme ça d'être nazi ou fasciste. Ouais. Non, un peu plus autoritaire. C'est-à-dire, tu veux faire de la violence? Mais tu sais, tu parlais... Il y a de la police qui va te réprimer. On va réprimer les gens qui font... Ben oui, c'est pas compliqué. C'est un sauvage. Tantôt, dans ta chronique, Claude, tu dis que tu vas aborder, on aura l'occasion d'en reparler tantôt, mais tu parlais là, de la différence entre la gauche et la droite, puis de faire cette distinction-là. Christian, as-tu vu la pub de Mathieu Kassovitch concernant les migrants? Tu l'as-tu regardé, Claude? Mais je le regarde pas, je déteste ce bonhomme. Arrête! Non, je suis pas capable. Non, mais au-delà... Je suis pas capable, j'ai fait ça. Je te confesse, je l'ai pas vu. Non. La pub, en fait, ce qu'elle fait, c'est que t'as un feu dans un appartement, puis que là, il crie au feu, là, il s'en va chercher son petit, il le prend dans sa chambre, il l'amène dans la cuisine, il vient pour sortir, et là, boum, il y a un mur devant la porte. Human interest! Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben évidemment, c'est on explique que c'est ça qu'on fait avec les migrants en quelque sorte. Qui mangent non, mais attends, laisse-moi donc finir un peu. Écoute, faut que tu comprennes aussi qu'il y a une... Quand tu parlais de gauche naïve tantôt, c'est exactement de ça qu'on parle. Puis là-dessus, là, on va la faire la distinction tantôt. Là, quand on parle de... Puis tu l'as dit tantôt, Christian, quand on parle d'immigration, t'es pas fermé à l'immigration, on n'est pas fermé à l'immigration, mais c'est la nuance qu'on va apporter là-dedans. Puis tu as tout à fait raison. Là, est-ce que c'est la chronique à Bénard? Non, c'est pas ma chronique. La chronique à Bénard? Il est de retour. Il est de retour. Mais j'aime ça t'entendre parler, moi, François. Je t'avais dit que tu faisais une différence dans l'équipe. Non, mais je vais juste mettre mon petit grain de sel, là. Mais écoute, j'aimerais ça nuancer quand même, parce que tu parles de racaille, tout ça. Je dis pas que ça existe pas, mais écoute, as-tu un chiffre là-dessus? Est-ce qu'on est capable d'évaluer? Une coupe de centaines, mais c'est une coupe de petits crises de merdeux qui... Oui, mais arrête! Ils ont manqué d'amour dans leur enfance, puis claquent en arrière de la tête. C'est même pas eux autres qui sont en cause, là. C'est juste une question. C'est même pas eux autres là qui sont en cause. C'est juste là-dessus. Ça donne rien de bâcher là-dessus puis d'utiliser ça. Ça se peut qu'il y en a comme dans n'importe quel. C'est les politiques qu'on a dans le pays qu'il faut critiquer, c'est pas les quand même bien que tu changes tes politiques, tu vas te pogner avec ta gang de merdeux pareil. Ça changera pas. Je vais te faire plaisir. Je vais aller écouter ta pub de merde là, de Mathieu Kassovitz là, puis je vais te coller ça dans les vidanges à la prochaine émission c'est sûr et certain, c'est une merde. Le gars est une merde. Fait que juste ce que tu m'as raconté, c'est la grosse pub mielleuse avec du violon. Sac. François, prépare-toi là prochain que le camion. Mais t'as même pas besoin, je suis d'accord avec toi pour dire que c'est une tendance que c'est de la grosse manipulation cette pub-là. Puis tu sais, je te l'ai mis sur ton mur avec l'article que tu as publié à ce sujet-là. J'avais pas le courage de le regarder. Mais il aurait fallu que tu le regardes. C'est pour ça que tu disais que ça avait pas rapport. Tu m'as envoyé 3 minutes au cachot pour rien dans le fond là. Ça t'apprendra pour regarder les liens que je t'envoie. Bon, Christian, c'est ta chronique. Écoute, en fait, c'est la fin de ma chronique. Alors, je te remercie, François. Cette chronique était commanditée par François Bénard. Oui. Champion. Et on passe à une courte pause publicitaire de 2 minutes et on vous revient avec la chronique Santé, Société, Environnement, donc son saut environ, de Éric Dubé. Ici François Saint-Louis. Je vous attends ce soir à 21h pour votre édition du Journal du Soir. Au menu, les grands titres du jour en votre compagnie. Venez nous faire part de votre opinion sur notre ligne ouverte. Je vous donne donc rendez-vous en fin de soirée sur radio-infocité.com. Votre rendez-vous hebdomadaire de la semaine pour le point de vue international, national, d'un autre genre.
tous les mercredis 19h30 avec Richard Lehir et Alexandre Cormier-Denis. C'est Point de bascule. Ici François Saint-Louis. Du lundi au vendredi à 21h. Joignez-vous à moi pour le bulletin d'information de radioinfocité.com. Tout peut y passer. Sport, politique, sexe et pâté chinois. Le Journal du Soir est votre rendez-vous en fin de soirée sur radioinfocité.com. Actualité politique, sport, le Journal du Soir avec François Saint-Louis, du lundi au jeudi 21h. Vendredi, toujours le Journal du Soir, mais spécial fait historique. C'est un rendez-vous. Ici Bernard Landry, vous écoutez radioinfocité.com. Avoue qu'elle est bonne, ma toune. Elle est tellement On bonne. s'excuse parce qu'écoute, Christian, il a tellement pas parlé dans sa chronique, on s'est dit, on va commencer avec sa toune. Au moins, ça va lui donner. Ben, écoute, moi, mais dis donc, la sienne, elle est bonne. C'est vrai qu'elle est bonne, sa toune. Ouais. Sa toune. Dis-moi, c'est quoi cette toune? Reste à choisir le chemin. On branchera nos radars dans 220. Ça fait penser que j'aimerais ça me faire une entrée électrique justement sur 220, plugger une génératrice hiver. Avec le pâté chinois. Sexe et pâté chinois. Donc, sortie électrique pour brancher, parce que ça a l'air qu'on va avoir tout un hiver avec El Niño, la Niña cet hiver. Qu'on nous prédit des changements dramatiques de température, des grands redouts. La Niña, c'était pas un des bateaux de Christophe Colomb? Non, mais c'est pour la Vierge Marie, qui est le contraire de El Niño, qui est l'enfant Jésus. Ah. OK? Donc, courant chaud versus le courant froid dans le Pacifique. Donc, ça fait une boucle et ça vient influencer considérablement le climat en Amérique, du sud, central et du nord. Et nous, ça va se traduire, semble-t-il, selon les éminents spécialistes, comme un redout et énormément de neige. Donc, des grands froids aussi et beaucoup de neige. On est supposé avoir comme des grandes quantités de neige cet hiver. Ma souffleuse est prête, moi. Moi aussi. Mais là, je me dis, Colin, si on est pogné avec du verglas encore comme l'hiver passé, nous autres, on a manqué de courant quasiment 3 jours. Ouais. On a réussi à mettre la main sur une génératrice. Hey, moi, j'en veux une. Mais là, avec une entrée sur 220, c'est ça le lien avec ta toune. Parfait. Tu sais, le coyote. T'es en business, mon chum. Alors, Éric, tu nous parles de quoi? Écoutez, moi, je vais vous parler de trois sujets ce soir. Je commencerai avec peut-être les auditeurs ont entendu parler du décès du psychopathe Charles Manson. Oui, écoute, c'est quand même une grosse nouvelle avant-hier, ça. Oui, c'est ça, c'était le chef d'une colonie de vacances, je pense. Oui, une colonie de vacances, c'est ça. Une jolie colonie de vacances. Mais c'est ça, non, Charles Manson, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un psychopathe dans les années fin des années 60, dans la période d'Hippie, qui a commandé le meurtre de plusieurs personnalités. Entre autres, c'était le meurtre qui a été le plus médiatisé, c'était la conjointe de Sharon Tate, la femme de Roman Polanski. Qui était enceinte à ce moment-là. Oui, c'est ça. Et là, c'est vraiment abominable là, ce qu'ils ont fait. Mais c'est pas lui qui a fait les meurtres, mais il les a commandés. Et, c'est quelque chose quand tu y penses. Oui, c'est complètement. Et moi, je voulais revenir un petit peu parce que là, quand j'ai entendu parler de ça dans les médias, on parlait de gourou. Et moi, comme c'est un mot que je connais très bien, non, c'est parce que gourou en sanskrit, pour les auditeurs qui ne le savent pas, moi, je pratique le yoga, j'enseigne le yoga, et le mot gourou a une connotation très négative en Occident. Absolument. Et Absolument. Parce que le mot gourou, ce que ça veut dire... Gourou secte, il y a un lien c'est direct. Ça, exactement. La connotation ici en Occident, c'est beaucoup relié à un individu qui va manipuler
les pensées des gens, qui va... C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Ben, le vrai terme gourou, c'est vraiment pas ça. C'est... Dans l'hindouisme. Oui, c'est ça. Dans l'hindouisme, mais même, je dirais plus dans ma pratique de yoga, comme yogi, on pourrait dire, le gourou, c'est la semence... Yogi l'ours, exactement. C'est la semence divine, comme dans la Bible, c'est la semence divine. Et tous les êtres humains ont un gourou potentiel intérieur. Le gourou, c'est l'expression du divin à travers la nature. Et moi, je m'inscris en porte-à-faux quand on dit que Charles Manson, c'est un gourou, c'est un psychopathe, c'est un malade mental. Fait que c'est pas... c'est une façon aussi de traiter quelqu'un de gourou, c'est une façon de traiter ceux qui suivraient la doctrine de cette personne-là comme des moutons. Exactement. Ouais. Je me souviens que lorsque Robert Laplante était à la Société Saint-Jean-Baptiste pour présenter sa maquette à l'époque là, sur l'effectivité et tout ça. Là. Je l'ai rencontré dimanche. Et oui, justement, je sais que tu donnais... il y avait une conférence que tu organisais avec Robert Laplante. Ben, Robert Laplante, il y avait le journaliste de Radio-Canada qui le suivait. Puis, dans la voix off, on disait « Voici le gourou des indépendantistes purs et durs. » Et on cherchait à obtenir une entrevue comme ça là, avec Robert Laplante qui a refusé, qui a bien vu le jeu de cette merde de journaliste, journalope radio-canadienne, puis il a dit « J'ai des textes, allez les lire, je vous répondrai pas. » Ben pour en finir avec M. Laplante, je voudrais le remercier publiquement d'être venu faire une conférence dimanche pour les citoyens à Sainte-Anne-des-Plaines. Je peux vous confirmer que M. Laplante a tout de l'expression du divin en lui. Il a une sagesse terriblement éveillée. Il est très éveillé il est très au fait de ce qui se passe. Fait que c'est loin d'être un... C'est un de nos plus brillants intellectuels québécois, sinon le plus brillant. Oui. Fait que je terminerai avec ça et je continuerai. Tu termines pas, t'as encore... C'est ça, je continue sur... je voudrais revenir sur la nouvelle qui est sortie le jeudi passé. Je voulais faire une autre chronique, mais finalement, comme il se passe beaucoup de choses durant la semaine, et c'est un sujet qui m'interpelle un peu, le projet de loi 57 encadrant la légalisation du cannabis. Du gouvernement Couillard. On sait bien les granos, eux autres, ils aiment ça le pot. Ouais, arrête-moi ça. Moi, je pourrais te parler des bons amis à Justin, là, tu sais, c'est le meilleur pote, là. qui sont devenus millionnaires. Qui sont devenus millionnaires avec l'industrie du pot. On va s'en parler tantôt. Oh, oui. Mais pour juste faire une petite rétrospective de ce projet de loi-là, je peux pas m'inscrire en porte-à-faux complètement, là, avec, tu sais, pourtant, vous m'avez déjà entendu chialer après le Parti libéral souvent. Là. Sauf que là, avec ce que Ottawa nous impose, et c'est un projet de loi qui est tellement mal ficelé. C'est tantôt où à Nouvelle, là, je voyais, il y a tellement d'incertitudes et de questionnements. Il n'y a pas d'écoute des provinces. Les provinces demandent une extension. Ottawa veut pas. Mais le Québec, est-ce qu'il y a Québec, il y a d'autres provinces aussi, mais ça n'a pas été nommé à la radio. Mais il y aurait d'autres provinces aussi qui demanderaient une extension. C'est pas écouté du tout. Il suffit simplement de voir, par exemple, moi tu sais que je suis bien plugué sur la bourse et tout ça. Ouais, non, j'aime beaucoup ça. Oui, c'est ça, on va s'en parler. Et tu aurais dû voir les actions, les compagnies de potes, toi, des chums à Trudeau monter là, en 2-3 semaines, là, de faire du 200-300%. Puis à un moment donné, je regardais juste une journée, il y a eu 68 millions de volume. Puis je me suis dit, tu sais, le politicien qui veut faire un parti politique puis dire on va opérer un certain recul sur la légalisation du pot, ce serait peut-être un bon moyen de se suicider parce qu'il y a déjà beaucoup d'argent en vue. En jeu. Donc, vois-tu, Justin Trudeau a fait faire de l'argent à ses chums. Oui, c'est clair. Puis pour en revenir aux petits amis à Justin Trudeau, on parle ni plus ni moins là, de l'ancien directeur financier du Parti libéral, qui est devenu millionnaire avec l'industrie du pot, et que son pot a été accrédité par Santé Canada. Mais l'ironie là-dedans, c'est que dans le projet de loi du gouvernement Couillard, ils sont pas capables de... Il y a beaucoup de questionnements à comment est-ce qu'on va pouvoir appliquer ça, comme entre autres au niveau des conducteurs, parce que moi, je trouve que c'est super ce qu'ils ont fait, tolérance zéro pour les conducteurs, comme pour l'alcool, ben, même que c'est
plus que pour l'alcool, c'est la tolérance zéro. Fait que, sauf que là, il y a une problématique au niveau de la technologie d'une certaine machine qui pourrait détecter le taux de THC qui est dans le sang, mais qui n'est pas homologué par Santé Canada. Mais Santé Canada a homologué le pot mais inquiète-toi pas, moi je te prédis que ça va l'être homologué dans les prochaines semaines. Ben, j'espère, parce que, oui. Moi, je pense que oui. c'est vraiment problématique. Puis on a retrouvé ça aussi, le problème d'homologation de Santé Canada dans d'autres circonstances au niveau de l'analoxone, qui est le pour produit le qui est, dans le fond, pour contrer le fentanyl, mais ils ont... Mais tu sais, toutes ces choses-là, ça a été homologué par Santé Canada. Et bref, moi, je pense qu'on veut faire de nous une société qui est complètement gelée. Excusez-moi, pardon, là. Mais avec un c'est QI, le somme du meilleur des mondes. Oui, c'est ça. Et puis, je voudrais, en fait, pour revenir au grand argentier, là, son nom, c'est Chuck Rifici. Norris? Chuck Norris. Chuck Riff, je ne sais pas comment il le prononce, mais R-I-F-I-C-I. Rifici, je sais pas c'est ce qu'il a l'origine. Fait que lui, il est devenu millionnaire avec sa compagnie Tweed Marijuana, spécialisée dans la production de marijuana médicale. Mais là, comment discerner le pot médicinal ou médical et le pot qui est, récréatif? Je veux dire, moi, il me semble que j'ai toujours entendu dire que du pot, c'était du pot. Il y en a un qui s'achète chez Nautilus, puis l'autre à pharmacie. Oui, c'est ça. Et là, dans les grandes lignes du projet de loi 57, c'est sûr que, on ne peut pas être contre ça, on ne peut pas être contre la vertu, assurer la protection, la santé et la sécurité des citoyens, effectuer un contrôle efficace de la production, la distribution, la possession du cannabis, lutter contre la banalisation du cannabis, je ne sais pas comment ils vont faire ça, non thérapeutique, parce que le cannabis, parce qu'au fédéral, c'est ce que j'ai entendu à la radio tantôt, au niveau du THC, il n'y aura pas vraiment de normes. Puis tu as une chicane aussi, là, entre le fédéral et le provincial, au niveau des règles. C'est fou, c'est fou. Ben ça, si je peux me permettre, c'est le point que je trouvais qui était positif, par exemple. C'est-à-dire que... La chicane? Non. le taux de THC, parce qu'on sait que le taux de THC qui était là, toi, tu as fait un certificat, je pense, en moi, en fait, oui, c'est ça. C'est un peu pour ça que le sujet m'interpellait, parce que moi, je suis répondant en toxicomanie, j'ai pas fait un certificat, j'ai fait des cours. Là. Je me souviens plus des taux. Moi aussi, quand j'étais à l'université, avant de faire le bac en enseignement, j'ai fait un certificat en intervention psychosociale, puis j'avais fait quelques cours en toxicomanie. Puis c'est un volet que j'aime bien aborder aussi en classe avec les élèves. mais on ne fume pas. mais je voulais juste dire... c'est pas légal, tu savais. Le taux qu'il y avait... Non, puis de toute façon, ils sont mineurs. Mais le taux qu'il y avait dans les années 70, c'est qu'on disait que c'était quelque chose comme autour de 0,03, 0,07. Au niveau du THC, tu parles? Oui, au niveau du THC. Non, alors qu'aujourd'hui, c'est ça, on parle de 0,3 à 0,7. Là, ça l'a pas quadruplé, ça l'a quintuplé. Puis oui, c'est ça. Là, on parlait au niveau de pourcentage tantôt à la radio. Mais c'est ça, j'ai pas vu de normes passer à ce niveau-là. C'est parce que moi, je me dis qu'avec le taux qui est actuel, parce que c'est vrai que le taux de THC actuel, ça peut provoquer la schizophrénie, puis c'est souvent ça qui est dangereux. C'est clair. Alors que le taux qui était peut-être utilisé, qui était courant dans les années 70, il était effectivement plus léger. Je veux pas banaliser ça, mais il était quand même plus léger. Ouais. Est-ce que le fait de légaliser, est-ce que le gouvernement s'est engagé d'une façon justement à amener pas nécessairement baisser le taux, mais au moins de bien identifier le taux qui va être utilisé sur ce qu'on va vendre? C'est ça, comme je disais tantôt, au niveau du fédéral, il n'y a pas vraiment, là, il n'y a pas de norme encore. Je pense qu'ils veulent laisser ça ouvert, ils veulent pas nécessairement... Tu vas avoir du pot léger, pas de pleine saveur, puis moi, j'ai été à Amsterdam il y a quelques années. Ça paraît. Non, mais moi... mais moi, je visitais seulement, là. Mais il y avait, effectivement... là-bas, tu sais que c'est pas légal, mais c'est plutôt toléré, là. Mais effectivement, dans ce qu'on appelle les coffee shops, là, tu pouvais rentrer, puis tu avais comme une espèce une espèce de comptoir. Oui, mais c'est pas des blagues. Oui, tu avais des menus, ce que tu pouvais choisir, ce que tu voulais. Puis je me souviens qu'il y avait des taux qui étaient identifiés. Bon, il y avait différents noms, puis j'imagine que les gens qui étaient là, qui allaient là fréquemment, ils connaissaient ça. Mais c'est ça que je me demande, moi, c'est-tu ça qui s'annonce?
Ou on va continuer à fournir sur des taux de THC qui sont incroyables, qui sont extrêmement pour le moment, comme je te dis, comme il disait à la radio tantôt, il y a vraiment rien qui est vraiment campé encore par rapport à ça. Et moi, je terminerai sur le petit volet, puis pour faire une autre partie à ma chronique. Il y a aussi, au niveau de la réglementation, ça va être utilisé comme la même façon, ils vont appliquer la même réglementation que pour la cigarette et la vapoteuse. Sauf que ça va être permis dans les lieux publics. Fait que là, j'ai comme beaucoup de questionnements par rapport à ça. Fait que là, c'est spécial. Oui, c'est ça, mais on n'a pas vraiment de réponse. Mais il n'y aura pas d'endroit, François nous parlait de coffee shop. Il me semble que logiquement, on devrait faire ce genre c'est ça que je pensais. Mais et restreindre dans les lieux publics. Oui, parce que la fumée secondaire, je pense que ça peut être, je pense que c'est plus nocif que la cigarette. Bref, et aussi, ils veulent adapter la réglementation pour les Autochtones, mais les Autochtones ne s'entendent pas non plus parce qu'il y a une problématique de consommation excessive dans les réserves et dans leur communauté. Puis ils veulent éviter ça. Fait qu'eux autres, ils pensent même d'interdire complètement. Écoutez, je ferais du... là, je ne vais pas parler de Whedon, parce que là, il y a des compagnies là, qui s'installent. Whedon, c'est comme Rodden, mais c'est Whedon. Bref, c'est ça, je pourrais peut-être en parler dans une chronique, mais j'aimerais ça terminer sur l'affaire Gilbert Sicotte. Oui, je t'en prie, tu as un beau gros 3 minutes pour nous développer 3 minutes, c'est ça. On a parlé ensemble samedi quand on a passé... j'ai passé un bon moment avec toi, Christian, je te l'ai pas dit. C'est réciproque, écoute, moi je t'ai découvert, Éric. Tu m'as découvert, il a vu du verre en moi. Oui, c'est en direction 15 Sud. Tu sais que le verre, c'est le chakra du cœur. Attends que la marijuana soit légale. Tu sais que le verre, c'est le chakra du cœur, hein, Christian? J'ai un grand cœur, tu savais. Oh oui. C'est ça, mais effectivement, j'ai passé une belle avant-midi avec toi. Mais on a eu une belle discussion concernant l'affaire Sicotte, que moi, j'avais beaucoup de questionnements sur tout l'étalement et on carburait au drame. Moi, Gilbert Sicotte, je ne le connais pas personnellement. Mais, pour avoir écouté ce gars-là en entrevue, pour l'avoir vu comme acteur, mais, pour l'avoir vu beaucoup en entrevue, puis, des entrevues de fond, là, mais il me semble que j'ai de la difficulté avec comment est-ce qu'ils l'ont traité la semaine passée. T'sais. Je veux pas dire que c'est pas arrivé. Je peux pas, j'ai pas de preuve de ça. Mais qu'on en ait fait un spectacle clouer les comme gens ça. Au pilori sur la place qu'on l'ait publique. crucifié comme ça. Il s'est quand même défendu. Oui. Il est passé plus loin. J'ai quand même trouvé qu'il y avait des couilles pareilles d'aller se présenter devant le monde puis dire moi j'ai pas voulu faire j'ai pas voulu faire du tort à personne. Et je me suis dit, pendant tout le temps qu'il a enseigné au conservatoire, est-ce qu'il y a des gens qui ont apprécié son travail? Puis je pense que oui, puis la réponse m'est venue cette semaine. Et voilà, tu veux nous parler de la lettre. Je ne l'ai pas lu, mais peut-être que vous l'avez lu, fait qu'on pourrait s'en parler. Je vous laisse. Il y a la lettre, mais il y a aussi deux. je veux pas puncher ce que tu avais à dire, là, mais il y avait deux articles que Lagacé a écrits, entre autres, là, en lien avec ça, où il a présenté les choses un peu sous l'angle que tu les présentes en ce moment. Je suis content de voir ça. Guy Fournier, pas plus tard que, je crois même que c'est aujourd'hui, oui, le 21 novembre. Le titre de son article dans le Journal de Montréal s'intitule « Une bombe puante de Radio-Canada ». Oh, OK. C'est là que ça venait. C'est carrément ça. Lui, il est en tabarslac. Ah oui. Non, c'est-à-dire l'amalgame. Quand tu fais ça dans le même... Quand tu fais ça dans la même foulée que les dénonciations d'agression sexuelle. Exactement, on s'en est parlé samedi. Ça, écoute, là, il traite le journaliste de tête à claque. Ça va jusque-là. Là. Les deux articles... je veux dire, le journaliste, oui, mais je veux dire, il y a comme une commande d'en haut. Oui, bien entendu. Mais ça, c'est grave. Ça ne sera jamais dit ouvertement. C'est clair. Au contraire, ils vont te faire valoir l'indépendance journalistique. Exact, oui. Oui, c'était juste pour te dire, là, en fait, l'article de Patrick Lagacé, c'était le procès de la brusquerie ordinaire, et il y a la suite aussi j'invite tous les auditeurs à aller lire ça, parce que je pense que ça peut un peu interpréter le propos que j'avais là, que moi, j'ai pas pu... peut-être avec... Petit mot pour conclure. Je vous souhaite une belle semaine. Belle semaine. Belle semaine. À la semaine prochaine. On passe à une courte pause publicitaire, un petit 2 minutes, et on vous revient avec la chronique sport de Robert Bob Siroir.
Votre rendez-vous hebdomadaire. Votre rendez-vous hebdomadaire de la semaine pour le point de vue international, national, d'un autre genre. Tous les mercredis 19h30 avec Richard Lehir et Alexandre Cormier-Denis. C'est Point de bascule. Ici François Saint-Louis. Je vous attends ce soir à 21h pour votre édition du Journal du Soir. Au menu, les grands titres du jour en votre compagnie. Venez nous faire part de votre opinion sur notre ligne ouverte. Je vous donne donc rendez-vous en fin de soirée sur radioinfocité.com. Ici François Saint-Louis. Du lundi au vendredi à 21h. Joignez-vous à moi pour le bulletin d'information de radioinfocité.com. Tout peut y passer. Sport, politique, sexe et pâté chinois. Le Journal du Soir est votre rendez-vous en fin de soirée sur radioinfocité.com. Actualité politique, sport, le Journal du Soir avec François Saint-Louis, du lundi au jeudi 21h. Vendredi, toujours le Journal du Soir, mais spécial fait historique. C'est un rendez-vous. Ici Bernard Landry, vous écoutez radioinfocité.com. Et nous avons la chronique de Bob Sirois avec son thème musical que François est en train de partir. Et cette émission est toujours un feu roulant d'émotions à animer. Et nous avons en ligne Robert Bob Sirois. Bob, salut! T'es-tu avec nous, Bob? Il Alors, devrait être là. Oui. Hey, Bob, cette semaine, qui va nous parler donc d'un documentaire sur la discrimination au hockey. Et donc, j'aurais aussi une petite question à lui poser, mais il semble qu'il est peut-être parti faire une petite pause au Pepper Room. Donc, à moins qu'il aille raccrocher, est-il toujours en ligne? Non, il devrait être avec nous. Il devrait être avec nous. Il devrait pas être très très loin. Hein? Bob, est-ce que tu... Ah, il est là. Oh! Il est là. Je ne voulais pas te couper la parole. Là, il y a un beau bonhomme présentement sur votre écran sur YouTube. C'est bien, ça paraît bien. Une bonne photo, les gars. Hey, écoutez, c'est ça. Vous savez, en 2009, ça va faire pas loin de 10 ans bientôt. Ça donne, j'aurais publié un livre qui s'appelle Le Québec mis en échec, là, un livre de faits sur la discrimination envers les Québécois dans la Ligue nationale de hockey. Alors, 8 ans plus tard, parce que là, on est en 2017, j'ai reçu un coup de téléphone il y a environ 2 mois de Nicolas Hood-Sauvé. C'est un documentariste, réalisateur qui fait plusieurs documentaires pour la télévision, dont Il était une fois Guy Lafleur, Les Réals Bélan, la série Fais un homme de toi. Je pense qu'il en a fait environ une vingtaine. Alors, il me parle et il dit, écoute, Bob, il dit, ça fait j'ai lu ton livre l'année passée. Puis, ça me revient encore en tête. Il dit, je veux vraiment faire un documentaire là-dessus. Je pense que
c'est encore d'actualité. C'est encore d'actualité. J'ai dit c'est pire que c'était. Ça ne cesse jamais, ouais, c'est ça. Il n'y a rien qui a changé, tu sais. En gros, lui, il voulait le faire surtout basé sur la Ligue nationale de hockey, mais finalement, le synopsis va être vraiment là, basé sur la discrimination envers les Québécois francophones au hockey dans la LNH et avec Équipe Canada. C'est une pratique bien enracinée. Tu sais, se faire traiter de fucking frogs, parce que fucking frogs, ça, les gars, ça va être le titre du documentaire. Bon, cela dit, est-ce que les gros réseaux de télévision ou les plus petits vont acheter l'idée de Nicolas Roy Sauvé? C'est pas un jeune réalisateur, c'est quelqu'un qui en a fait plusieurs. Alors déjà, en arrière de lui, sur son CV, sur sa bio, il est connu et il est excellent. Je verrais ça, moi, à TVA Sport, Bob. Écoute, c'est certain que je les contacte aussi. Comme j'ai expliqué, je vais certainement communiquer avec Pierre-Carl pour voir qu'est-ce qu'il en pense. Je connais des gens à TVA Sport aussi. Du contenu québécois par le CRTC, il faut qu'ils en mettent dans leurs émissions. Ils ont un pourcentage, quels que soient les réseaux de télévision au Québec, au Canada, doivent mettre un pourcentage de réalisation canadienne et ou québécoise. Alors, à partir de là, c'est quoi la discrimination? La discrimination, quand on parle fucking frogs, ça va être un documentaire historique. C'est-à-dire que ça va partir du dossier Shane Doan, pour la première Shane Doan, le capitaine Canada. Shane Doan était capitaine des Coyotes de l'Arizona lors d'un match à Montréal en 2007. C'était la première fois que les 4 officiels sur la patinoire, c'est-à-dire les 2 arbitres et les 2 juges de ligne, étaient des francophones. C'est la première fois qu'il y en avait 4 francophones ensemble pour officier un match. Et vers la fin du match, Shane Doan avait traité des arbitres fucking Frenchmen. Il n'avait pas dit fucking Frenchmen. Et ça, c'est l'histoire lorsque Denis Coderre, à ce moment-là, qui était député, a poursuivi Shane Doan en cours. Ça s'est réglé hors cours. Mais l'histoire commence avec ça, mais va se promener dans l'histoire, c'est-à-dire se rendre à l'histoire de Maurice Richard, aller jusqu'à ce qui se produit présentement. Et comme je l'ai expliqué la semaine dernière, les gars, Équipe Canada Junior, le championnat du monde qui va avoir lieu à la période des fêtes, comme à chaque année, qui va avoir lieu à Buffalo cette année, ben, il n'y a aucun Québécois qui est invité. Aucun Québécois. L'équipe du Québec, la Ligue du Québec, la semaine dernière, a joué contre l'équipe russe junior qui va être au championnat du monde. Mais ils les ont battus. Bob, comment ça se fait qu'il n'y a pas aucun journaliste des médias, des médias mainstream, on pourrait dire, là, des principaux médias qui couvrent ça puis qui soulèvent ça? Ça n'a pas de bon sens, là. Mis à part, là, on met la politique de côté, là, que tu sois indépendantiste ou fédéraliste, là, parce que même si c'est un Canadien français fédéraliste, tu as quand même tout intérêt à avoir des talents québécois ou des talents canadiens français performés dans des équipes nationales. Hein? Pourquoi croire? Ben, écoute, on est rendu dans un monde de... Ils ont tellement construit, il s'est construit tellement, c'est ça que mon livre parlait, tellement de préjugés envers les hockeyeurs québécois, que les préjugés étant comme, ils sont tout petits, 2, savent pas jouer défensivement. C'est juste un paquet de préjugés. Tu sais, comme on avait des préjugés contre on se souvient des Russes quand c'était des méchants communistes, là, dans le temps de l'URSS, là. Puis toutes les photos qu'on voyait des femmes russes portaient des moustaches, les femmes russes, dans ce temps-là, quand on voyait ça. Non, mais c'est juste une question de préjugés. Équipe Canada femmes qui s'en va aux Jeux olympiques cette année, il y a 4 Québécoises sur l'équipe. Écoute, la meilleure équipe au Canada dans le hockey féminin professionnel, parce que c'est des professionnels quelque part, même si c'est le plus haut niveau, mais ils ont battu l'équipe de Calgary qui avait 9 filles d'équipe Canada. Ces 9 filles-là sont encore sur l'équipe. Puis l'équipe du Québec avait seulement 2 filles d'équipe Canada. Nos joueurs,
pourrait gagner la médaille d'or. Alors, c'est vraiment, là, il n'y a rien de changé. On est tous des fucking frogs. Faut s'y habituer. Et puis le documentaire, le seul documentaire-là, on va faire le tour de tout. Il y en a eu plusieurs. C'est le 27 décembre 99 à Ottawa. Patrice Brisebois qui s'est fait traiter de fucking frog à 2 reprises par Sport. Benoît Hogg, quand il évoluait pour les Sables de Buffalo, il a déclaré publiquement, régulièrement, que ses joueurs, ses propres coéquipiers, le traitaient de fucking frogs. Et on va passer à travers tout ça. Moi, j'ai bien hâte de commencer à travailler sur le dossier. Tout le synopsis est monté, tout est préparé. Maintenant, ce que Nicolas fait, c'est qu'il fait le tour il finit de tout le document de présentation. Puis il va faire le tour des grands réseaux de télévision. Moi, j'espère que ce documentaire-là va sortir avant les prochaines élections. Oui, Bob, j'ai une question pour toi, c'est Claude. Oui. Quelle sorte de financement il va essayer d'avoir? Est-ce que c'est simplement en passant par des réseaux, il veut se faire acheter puis donc être financé par le réseau, ou bien il essaie d'avoir du financement autrement? Présentement, la façon qu'il m'a parlé, c'est par les réseaux seulement. Et puis, vu que plusieurs de ces documentaires ont été financés par les réseaux, je pense que c'est sa façon, lui, de travailler. Il va voir des réseaux et dire, bon, regardez, là, voici ce que je vous prépare. Ça va être un documentaire en 2 parties ou en 3 parties ou en 1h30. J'ai aucune espèce d'idée là, pour l'instant. Est-ce qu'il est prêt à une collaboration, c'est-à-dire de montage de tout ça? Parce que quand on arrive avec des réseaux, des fois, ils participent, hein, c'est des productions, puis c'est eux qui décident pas mal de ce qui va être vu. Est-ce qu'il est prêt à travailler en collaboration pour, mettons, amoindrir le sujet sulfureux? Ou bien lui, il veut y aller? Je pense que lui, surtout à cause du background qu'il a, là, par toutes les émissions qu'il a réalisées, là, tous les documentaires qu'il a réalisés, c'est voici ce que je vous vends, là, c'est à prendre ou à laisser. De là à dire, puis je comprends que mais c'est plus tant que ça, hein, les réseaux vont payer en sous-traitance des gens, parce que c'est un genre de sous-traitance, là, pour plusieurs de leurs émissions, que ce soit Radio-Canada ou TVA, ou même la Canal V, c'est tout fait en sous-traitance. Fait que ils vont sortir des budgets, puis ils vont se dire, bon, tiens, je te donne le temps, puis on est prêt à payer. Donne ça des boîtes de production. C'est pas le montant qu'elle demande pour le faire, là. Mais c'est certain qu'il peut, à l'intérieur de ça, il peut demander l'utilisation des techniciens ou des choses de même qui font partie du deal. Mais qu'eux autres mettent leur nez là-dedans, je ne penserais pas, là, parce qu'à partir de là, on sent bien qu'un vrai sujet ne commencera pas à se censurer, à avoir la censure là-dedans. Peut-être que le titre, là. Donc, s'il va faire un tour du côté du canal Historia, là, peut-être ça peut mettre de la pression sur... Écoute, ce que j'ai lu de ces réalisations à Historia... il a fait un documentaire qui s'appelait « Fin un homme de toi » à Historia. J'ai la mémoire qui tourne à Historia, là, j'en ai juste quelques-uns devant moi. Il y a Canal D où il a fait il a produit les Réals Bélan. Bras de fer pour Canal D, il est une fois Guy Lafleur pour TVA. Alors, je pense qu'il connaît pas mal tous, puis il connaît tous. En tout cas, moi, j'espère que ça va bien fonctionner, qu'il va trouver le financement pour ça. Et puis, parce que faut que un peu comme c'est Christian tantôt qui disait ça, là, comment ça se fait que les médias n'en parlent pas? C'est tous des fédéralistes peureux. Ils mangent tous dans la main du Canadien de Montréal, ils mangent tous dans la main de Hockey Canada. On n'a plus les journalistes d'enquête. T'avais Régent Tremblay qui le faisait, puis maintenant, si Régent Tremblay ose en parler, les gens disent c'est Régent Tremblay, c'est encore lui qui gueule. Tu penses-tu qu'ils ont la chienne? Tu penses qu'ils ont la chienne, Bob, de genre par exemple du Canadien de Montréal, de la grosse équipe, puis que en contestant un petit peu moindrement, tu peux te ramasser dans une situation où il y aurait peur de se faire barrer littéralement? C'est en plein ça. Plusieurs journalistes veulent, comme deuxième emploi, devenir des analystes, soit à TVA Sport ou à RDS pour les matchs du Canadien de Montréal. Là, c'est dans leur plan de match, dans leur plan de carrière. Presque tous les journalistes
sportifs au Québec, c'est ce qu'ils veulent, avoir un deuxième chèque de paye. Puis le seul qui paye, c'est RDS ou TVA pour les matchs du Canadien de Montréal. Alors, ils ne commenceront pas à se mettre à dos ni la LNH ou encore moins le Canadien de Montréal. C'est incroyable quand même. Mais écoute, puis c'est une des raisons pour lesquelles ça serait souhaitable, selon moi, de revoir une équipe de la Ligue nationale. Mais là, ce qu'on semblait nous dire cette semaine, du moins dans les mêmes médias mainstream, c'est que fallait pas trop compter là-dessus. Par contre, il y a Philippe Quentin cette semaine qui parlait d'une rumeur de lien, entre autres, avec Brian Mulroney, qui se serait lié étroitement d'amitié avec Gary Bettman. Tu penses-tu que ça pourrait être un facteur qui pourrait permettre éventuellement comme le retour des Nordiques à Québec? C'est la raison principale. Et puis, c'est la raison principale que pourquoi Brian Mulroney est à Québécois. Quand Pierre-Carl Pelado est allé le chercher, où il a proposé d'être sur le CA, il y avait un mandat bien précis, là, les Nordiques de Québec. Et puis, quand Pierre-Carl a quitté Québécois pour s'en aller en politique, ça a été très bien expliqué à tout le monde, puis c'était dans les médias à ce moment-là aussi, que le dossier nordique ou futur nordique, c'est Brian Mulroney qui avait ça dans les mains. Parce que moi, c'est un de mes gros points d'interrogation. Tu me parles de ça, je trouve ça le fun que tu apportes ça ce soir, parce que c'était un de mes gros points d'interrogation. Moi, j'avais une incompréhension totale. Bon, je sais que Pierre-Carl Pelado a des liens quand même relativement étroits avec Brian Mulroney, dans la mesure où Mulroney se trouve à être le parrain, je crois, d'un des enfants de PKP. Oui. Mais de le voir occuper le siège, un fauteuil de direction du conseil d'administration de Québécois, alors que lui fait le move pour devenir le chef du PQ. Moi, j'étais comme un peu interloqué, je te dirais, par cette situation-là. Là. Ouais, l'amitié avec Brian Mulroney a commencé, ça fait longtemps. Hein. Ça a commencé quand Pierre-Carl a débuté ses recherches pour et puis ses négociations pour Sun Media. Ça fait longtemps, hein? On parle des années 90, fin 90, là. Et puis, il y avait besoin d'aide de fédéralistes, il n'est pas sorti de là, puis surtout du Parti conservateur. Et les rencontres avec Brian Mulroney ont commencé là. Il y en a eu avec Stephen Harper aussi. Il fallait qu'il mette les conservateurs de son bord à lui pour acheter Sun Media, puis pour pas que Sun Media tombe, Sun Media était très populaire dans l'Ouest. Dans l'Ouest, puis t'avais leur chaîne. T'avais leur chaîne de télé, Sun News aussi, là. Moi, je m'étais abonné pour écouter ça. Écoute, entendre des propos de droite de l'Ouest canadienne, là, avec Ezra Levant, etc. Écoute, moi, je me bidonnais, j'avais du plaisir. Je mangeais mon popcorn en écoutant ça, là. Mais même Éric Duhaime écrivait, lui, il n'était pas à la télévision, par exemple, mais il écrivait dans Sun Media. Hein. Ben oui, puis là, et d'ailleurs, je te parlais d'Ezra Levant, il a parti sa propre chaîne, là, sur les internets, qui s'appelle Rebel Media. Et Rebel Media est allé chercher... Très bon, écoute, je l'écoute, je suis abonné à ça, moi, Rebel Media. Oui. Il en sort des bonnes. Ben écoute, moi je trouve intéressant. C'est sûr que là, les mainstream se dépêchent à dire que c'est de la fake news, tout ce qui sort de cette chaîne, mais moi je pense qu'il y a quand même... c'est pas tout accordé dans la même pile, dans la même corde. Il y a du matériel quand même intéressant là. Ils sont très forts aux États-Unis maintenant aussi, eux. Très, très forts. Je sais pas si tu as vérifié, mais Rebel Media est aussi aux États-Unis. Puis, sans dire qu'ils sont pro-Trump, sont vraiment, ils attaquent vraiment tout ce qui est fake news qui vient de CNN et de d'autres médias mainstream. Et puis, ils ont beaucoup, je vais me servir d'un terme anglais, là, de followers. Hein. Beaucoup de gens qui sont abonnés, puis que ça crée un impact. Mais pour venir à Brian Mulroney, c'est ça. Fait que Brian a des contacts partout, que ce soit à Washington ou avec la Ligue nationale de hockey. Puis le dossier nordique de Québec, même si Pierre-Carl est revenu, c'est encore Brian Mulroney qui est au bâton avec ça, qui est le leader de toute cette affaire. Si tu me le permets, Bob, Claude encore,
une petite anecdote pour montrer combien ça fait longtemps, ça. C'est-à-dire qu'à partir même, on faut remonter jusqu'à Pierre Péladeau, le père, là, qui lui a essayé de faire un geste là, pour acheter, puis là, il y avait eu une réaction au Canada anglais. « Hey, pas un séparatiste qui va aller acheter nos médias, tout ça. » Faut dire qu'à l'époque aussi, les médias traditionnels avaient une plus grande valeur peut-être que maintenant. Mais en ce qui concerne Pierre-Carl Péladeau et son conseil d'administration aussi avec Brian Mulroney, ben, c'est une question de réseautage. Si tu veux une équipe à Québec, bien entendu, c'est pas juste une volonté politique ici, hein, ça te prend un réseau dans le Canada anglais, aux États-Unis aussi, de plus en plus, avec Bettman et compagnie. Mais j'ai une petite anecdote pour montrer que ça fait longtemps. On manifestait à l'époque là, pour les professeurs dans le centre-ville de Montréal. Puis en revenant à l'autobus, je suis passé devant le Reine-Élisabeth et qui sortait de là? Brian Mulroney. Puis là, j'étais côte à côte avec Brian Mulroney, puis celui qui lui sert d'attaché de presse, là, qui est toujours avec lui, je me souviens pas son nom, mais je sais qu'on le voit souvent. Quand on voit Mulroney, on le voit avec lui. Non, c'était pas Luc Lavoie, non, c'était pas lui. Parle-nous pas là-dessus, François. Bon. Tu sais de quoi il parlait avec son acolyte? Il parlait justement de Bettman, puis des Nordiques, puis tout ça. Il n'a pas fait exprès pour en parler parce que j'étais à côté. Là. Je les ai suivis sur 30 secondes, au moins, en marchant côte à côte, et il parlait de ça. Et finalement, je lui ai serré la main. Je lui ai dit que moi, je suis un indépendantiste, mais que c'était mon préféré parmi les Canadiens anglais fédéralistes. Il est parti à rire. Il dit « Merci beaucoup, monsieur ». Mais c'est une petite anecdote comme ça pour montrer que forcément, tu as besoin de réseauter et c'est quand même quelqu'un assez utile pour Pierre-Carl Péladeau, j'imagine, pour le retour des Nordiques à Québec. Oui, c'est son cheval de Troie. Écoute, moi, j'espère sincèrement voir ce projet-là se concrétiser un jour, mais... je sais pas, j'écoute, je demeure un peu dubitatif, un peu inquiet là, par rapport à cette situation-là. Là. Ah, Christian, non, casse-toi même pas la tête avec ça. Et le plus gros deal, la plus grosse entente de télévision pour la Ligue nationale, puis ça, là, tous les gouverneurs des équipes, là, tous les propriétaires d'équipes de la Ligue nationale sont très redevables à Québec Hop, à Pierre-Carl Péladeau. C'est le deal télévision qu'ils ont avec Sportsnet. Okay. C'est 1,3 milliard là. C'est ça. Et ça a fait pleurer RDS qui n'était pas capable de coter ces prix-là. C'est en plein ça. RDS n'était pas capable. TSN n'était pas capable. C'est la grosseur du réseau. Même Radio-Canada, CBC n'était pas capable. Tout ce que CBC a réussi à garder, c'est les matchs à Toronto. Mais c'est pour 1,3 milliard. Tout le total qui reçoivent la télévision américaine n'atteint même pas ça. Incroyable. La télévision nationale. Mais ça, c'est ces Américains, hein, quand ils arrivent et qu'ils mettent la pièce en quelque part. Les bâtons d'un roue, là, pour les Nordiques, là, c'est pas les Américains, c'est les équipes canadiennes. Oui. Puis je sais pas si tu as vu cette semaine, encore une fois, Jeff Molson a parlé de ça. Il a dit, écoute, je vais voter de la même façon que les propriétaires des autres équipes. Imagine-toi. Ouais. Ça me dérange pas. Je peux pas dire que ça me dérange vraiment. La compétition, c'est bon. Ça vient couper une partie de l'arbre sur le pied, lui, là. Une partie de son auditoire captif. Écoute, il y a un monopole au Québec, puis il va en perdre... mettons 30%. 30%, oui, mais moi, je vais me permettre de ne pas être d'accord avec ce point de vue-là parce que le retour des Nordiques, ça aurait un côté, là, mettons, d'émulation. Hein? Parce que oui, si on regarde ça comme ça, si on prend le bilan du Canadien quand ça va bien, puis que là, tout va bien, puis que c'est sale comble à chaque fois, mais c'est déjà plus sale comble, là. Déjà, là, le Canadien va pas bien, c'est déjà plus sale comble. Et on sait très bien que les Nordiques revenant, oui, bien entendu. Les gens écoutent les deux souvent. Hein. Les gens qui vont écouter moi, je me souviens, à l'époque des Nordiques, là, les gens venaient me parler contre les Nordiques et finalement, ils avaient écouté le match beaucoup plus qu'ils avaient écouté le Canadien. Quand je te parle de revenus, là, je te parle pas des revenus de la billetterie. Billetterie, oui, bien entendu. Que les Nordiques soient là, soient pas là, ça va tout le temps être plein. Oui, il y a une petite baisse cette année, c'est normal. Là.
avec le genre. Non, mais c'est la télévision aussi, Bob. C'est la télévision aussi. Mais la télévision, la télévision, c'est ceux qui font de l'argent avec la télévision, là, présentement, là, ou qui en perdent, c'est TVA et Sportsnet. Le Canadien de Montréal reçoit tant des droits de télévision. Les Nordiques, soient là ou soient pas là, ça change absolument. Oui, mais tu t'imagines, par exemple, la rivalité entre Montréal et Québec, c'est incroyable. Là. Je vais être obligé de te couper encore une fois. Je m'excuse. Sais-tu combien le chiffre d'affaires du Canadien de Montréal dans les produits dérivés juste au Québec? Je ne sais pas. Parce que qu'est-ce qui est vendu au Québec dans les produits du Canadien de Montréal retourne à 100% au Canadien de Montréal. Parce que c'est leur territoire. Chiffre d'affaires, là, 23 millions. 23 millions en produits dérivés. Des chandails, des casquettes, des ci, des ça. Sur le 23 millions, là, ça, là, c'est des retours. Là. Ça, c'est des profits. 23 millions. Non, mais pour Amène moi, les Nordiques au Québec, là. Les gens à Québec, ils vont perdre 30 à 40 de ce revenu net-là. Et tu penses que ça, c'est suffisant pour, disons... moi, si je vais te dire, faut regarder tous les chiffres de leurs revenus. Puis, comme je te disais tantôt, la télévision, là, c'est certain qu'un match Québec contre le Canadien de Montréal, là, les commerciaux, là, les 30 secondes ou les 15 secondes, là, les prix là, sont au double, sont au triple. Ben voilà. C'est pas le Canadien qui empoche ça. Non, mais c'est ça, mais justement, mais là, ce que je vais te dire, tu as raison dans ce sens que le Canadien de Montréal, Jeff Molson en tête, peut bien mettre des bâtons des roues sur le seul regard par rapport à leur profit là, direct comme ça, mais on parle pas là-dedans d'une chose, c'est-à-dire d'un marché dynamique. C'est un autre marché. Tu sais, Québec, c'est un marché, donc c'est un marché qui déborderait Québec, et c'est aussi la gestion, c'est-à-dire une gestion saine du sport au Québec. C'est pas normal que Montréal soit seul. Et à la longue, je te dis, ce sera pas payant, même pour Montréal qu'il soit seul. Ça prend vraiment une équipe, pour moi, à long terme, pour la viabilité de ce sport-là, qui est au moins une deuxième équipe. Je suis d'accord avec toi, mais moi, je te dis que la façon de voir ça de Molson n'est pas ta façon à toi. Là. Non, c'est sûr, mais moi, je pense que ma façon à long terme, c'est la façon. C'est-à-dire, c'est que, oui, ça ne leur plaira pas, mais ce serait une bonne chose pour le Canadien, pour le sport professionnel, en général. C'est certain, mais ce serait une très bonne chose des hockeyeurs québécois. Là. Absolument. À l'époque, les Nordiques, sont les 19-80, les 15 ans que les Nordiques ont été là, il y a 132 joueurs, dont 125 différents, parce qu'il y a quand même 7 joueurs qui ont joué et pour le Canadien et pour les Nordiques de Québec. Mais tu as 125 Québécois qui ont qui ont joué soit pour les Nordiques ou pour le Canadien de Montréal. C'est beaucoup de joueurs, ça. Là-dedans, on parle pas c'est pas tous des exceptionnels, là, mais c'est un paquet de joueurs de 3e, 4e trio qui se sont fait connaître puis qui ont continué leur carrière après ailleurs dans la Ligue nationale de hockey. C'est le point le plus positif que je vois là-dedans. Tu as bien raison. Écoute, Bob, on arrive au terme de ta chronique. Il nous reste un petit peu moins d'une minute là, avant pour conclure. Tu regardes quoi cette semaine? Y a-tu des choses qui vont sur lesquelles ton attention va se porter un petit peu plus? Et là, on va commencer à voir la semaine prochaine, si je me trompe, c'est décembre, début décembre, c'est Équipe Canada Junior là, qui commence leur camp d'entraînement. Là. Okay. Je vais suivre ça attentivement. Et puis, je vais continuer je veux vraiment pousser des journalistes. Là, je suis en contact avec une couple là, parce que ça n'a aucun sens qu'il y ait seulement 4 filles sur Équipe Canada pour les Jeux olympiques. C'est ce que tu nous avais parlé la semaine dernière. Aucun sens qu'il n'y ait aucun Québécois sur Équipe Canada Junior. Et puis, j'essaie de faire sortir de quoi dans les médias mainstream pour que, faut que le monde le sache. Ça n'a aucun Absolument. Bon tu as tout à fait raison. Écoute, je te souhaite une excellente semaine, puis on s'en reparle la semaine prochaine. Certainement, les gars. Puis,
J'espère vraiment là, que d'ici à peu près, je pense qu'au mois de juin, là c'est ma boule de cristal que j'ai achetée au marché aux puces plusieurs années. Elle fonctionne encore. Ma boule de cristal me dit qu'aux prochaines assises de la Ligue nationale au mois de juin, il va y avoir une annonce qu'à Québec va y avoir une équipe dans la Ligue nationale de hockey. Oh, ça qu'on aimerait ça. Moi, je vous mets ça à la place, les gars, à soir. OK. Ça c'est un scoop, ça, là. C'est un scoop. Wow. Écoute, écoute, Bettman, Mulroney, ça, on en a parlé à soir, là, c'était dans les journaux cette semaine, la photo de Bettman avec lui. C'est sorti par Québécois. Bettman ne s'avancera pas trop vite parce que de toute façon, le décideur, c'est pas Bettman, il n'est que le porte-parole des 31 propriétaires des équipes de la Ligue nationale. Voilà. Ce sont eux autres. Et puis, ce que la Ligue nationale, ce que Québec a de besoin, c'est 60% des votes de ces équipes-là. Puis, dans la Ligue nationale de hockey, ben, il y a beaucoup plus que 60% des propriétaires qui sont américains. Fait que les Américains, eux, l'histoire, là, Québec, Canada, tout ça, ils s'en foutent comme l'an 40. Ce qu'ils veulent, c'est du cash. Et voilà. Merci beaucoup, Bob, puis on s'en reparle la semaine prochaine. On passe à une pause publicitaire. Passez une belle semaine, vous autres, puis on est en début de semaine d'avoir un autre scandale avec les libéraux quelque temps. Génial, on va s'en reparler. On passe à une pause publicitaire. Salut, Bob. Merci, Bob. On vous revient dans 2 minutes avec la chronique À fond de train de Claude Veilleux. Votre rendez-vous hebdomadaire de la semaine pour le point de vue international, national, d'un autre genre. Tous les mercredis 19h30 avec Richard Lehire et Alexandre Cormier-Denis. Ces points de bascule. Ici François Saint-Louis. Je vous attends ce soir à 21h pour votre édition du Journal du Soir. Au menu, les grands titres du jour en votre compagnie. Venez nous faire part de votre opinion sur notre ligne ouverte. Je vous donne donc rendez-vous en fin de soirée sur radioinfocité.com. Ici François Saint-Louis. Du lundi au vendredi à 21h. Joignez-vous à moi pour le bulletin d'information de radioinfocité.com. Tout peut y passer. Sport, politique, sexe et pâté chinois. Le Journal du Soir est votre rendez-vous en fin de soirée sur radioinfocité.com. Actualité politique, sport, le Journal du Soir avec François Saint-Louis, du lundi au jeudi 21h. Vendredi, toujours le Journal du Soir, mais spécial fait historique. C'est un rendez-vous. Ici Bernard Landry, vous écoutez radioinfocité.com. Alors, Monsieur Veilleux. Moi, je joue de la guitare. Là, c'est quelle porte du savoir allons-nous enfoncer ce soir afin d'être illuminés par la connaissance? Arrête donc. Écoute, j'ai eu une discussion avec un vil gauchiste, mais un vrai. Quelqu'un de gauche. Là. Non, mais d'accord. Là, tu me parles-tu de quelqu'un de gauche en général, genre gauche Parti québécois, ou tu me parles de Québec solidaire? Tu me parles du Parti marxiste-léniniste? Je te parle de... Ou de la gang de crottés à Jaggy, là? D'aucun de ceux-là. C'est-à-dire que tu sais que souvent, il nous arrive de critiquer la gauche avec tout ce qu'on voit. Autant que ce soit de l'extrême gauche, hein, on voit souvent ça. Hein, c'est-à-dire, de ce dont je veux parler, c'est du malaise quand on dénonce la gauche. Le malaise qu'on crée,
chez les gens qui sont à gauche, mais qui n'adoptent pas tous les colibets qu'on peut leur affubler. Ce malaise, quand on dénonce la gauche, je vais commencer comme suit souvent. Qu'est-ce qu'on va entendre? On va entendre le mot gauche régressive. Oui. On va entendre, puis plus avant, c'était la gauche, la gauche bisounours. Oui. L'extrême gauche dans le sens des antifas, par exemple. À date, c'est tous des qualificatifs que j'aime beaucoup. non, mais la rectitude. Voilà. Puis la rectitude morale et tout ça. Les nouveaux curés. Puis là, on peut... Je connais tout. Tu me dis souvent, Christian. Du côté de la gauche, ce qu'on fait à propos de la droite, on va dire les drettistes, la droite identitaire. Puis quand c'est l'extrême gauche qui se revendique comme tel, on va l'identifier très facilement à des nazis et des fascistes. Absolument. Ça, on brosse le tableau. Pour revenir avec la gauche, la droite, bien entendu, on a chacun nos définitions, mais en gros, là, la définition, vous savez, quand on explique à un enfant ou un adolescent ce que c'est que la gauche, qu'est-ce qu'on fait, hein, pour aller très rapidement, la gauche partage la richesse. Puis la droite au plus fort la poche. Hein? On va résumer ça. Sélection naturelle. C'est ça, exactement. Darwinisme. Bien entendu, ça peut être un peu plus nuancé. Mais pour revenir à notre débat, moi, il m'est arrivé souvent de dénoncer la gauche. Et ça n'a pas fait des heureux chez tous les auditeurs de l'émission que j'animais, que j'animais encore. Et que tu animes toujours, oui. C'est ça, oui, mais moins assidûment. Sporadiquement. C'est ça, sporadiquement. On sort les vidanges et plus généralement, beaucoup de nos auditeurs qui ont des sensibilités à gauche. Alors, j'aurais aimé faire une mise au point. Un petit peu d'antiflogestine quand j'ai une sensibilité Oui, c'est ça, exactement. Donc, je vais faire c'est pas un mea culpa, mais c'est essayer de voir en quoi ces gens-là qui sont à gauche et qui n'adhèrent pas à tout le Bataclan dont je vais parler, pour leur dire comment se sortir de ça. C'est un peu comme quelqu'un qui n'est pas le plus à gauche de vos chroniqueurs, là, qui va quand même donner des conseils à la gauche pour s'en sortir. J'aime ça, Claude. D'accord? D'abord, c'est comme une recette. On fait comme une recette. Ouais, on fait comme une recette. Un Ricardo ce soir. Là, j'entends pas trop ma voix, François, mais bon, je m'entends parler quand même. Là. C'est parce qu'en fait... C'est bon, c'est toi le technicien. C'est juste pour t'aviser. Donc, en gros, suite à quelques discussions comme ça, dont avec toi, François, avec beaucoup d'amis qui sont pas ce qu'on appelle la gauche bisounours et compagnie. Là. Donc, eux sont pas mal offusqués à chaque fois que j'arrive avec ces colibets-là, cette façon-là de parler de la gauche et de mettre ce qu'on voit, les décisions politiques qui nous arrivent, médiatico-politiques, la doxa, la doctrine là, qui pèse sur nous comme une chape de plomb, puis de l'affubler à la gauche. En réalité, c'est pas de la gauche. Moi, quand je dis ça, c'est des liberals. C'est qu'on ne l'a pas encore vraiment... On l'a traduit, moi, puis Christian et moi, c'est-à-dire les libtards, les libéraux attardés. D'accord? Donc, les liberals, si on veut adapter ça ici, nous, on l'avait fait, on l'avait adapté en libatardé. Mais si tu vas aller, donc, les gens n'ont pas adopté le terme encore, puis traiter les gens de libatardés, ou même en anglais de libtard, ça veut absolument rien dire. Il y a une chose qui est sûre, par contre, c'est que, en ce qui concerne la gauche, tu sais qu'il y a un texte d'un Français que j'ai mis sur le fameux réseau social dont il faudrait peut-être pas prononcer le nom, le fameux réseau, le Face des livres, et j'ai sorti une citation de ce monsieur-là. Le texte s'intitule « Faire passer les classes populaires pour fasciser est très pratique ». Alors, cet extrait-là se lit comme suit. « L'antifascisme est une arme de classe. Pasolini, l'écrivain italien, là, d'accord, qui est un genre de génie de gauche, là, d'accord? Pasolini expliquait déjà dans ses écrits corsaires que depuis que la gauche a adopté l'économie de marché, il ne lui reste qu'une chose à faire pour garder sa posture de gauche, lutter contre un fascisme qui n'existe pas. C'est exactement ce qui est en train de se passer. En passant, Pasolini a écrit ça dans les années 70, là. Dans les années 70. Donc, il y en a qui voient le monde d'avance. Donc, je reprends autre chose. En ce qui concerne la gauche, je me suis dit, bon, je vais quand même regarder quelles sont
les véhicules qui sont strictement de ce qu'on appelle la gauche ouvrière, la gauche syndicale, et qui n'est pas mêlée avec ce qu'on appelle la gauche des bonnes sœurs. Parce que c'est comme ça qu'il faut voir, le meilleur exemple qu'on a au Québec, c'est la Fondation de Québec solidaire. Qu'est-ce que c'est que la Fondation de Québec solidaire? C'est l'alliance entre l'UFP, l'Union des forces progressistes de Cadir, d'accord, avec l'Option citoyenne de Sœur Teresa David. Et j'ai pas dit Sœur Teresa David pour rien. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Falardeau appelait, c'est pas innocent, c'est comme ça qu'il nommait Françoise David. Sœur Teresa David. Ouais. Pourquoi il le faisait? Justement pour cette raison-là. L'union qu'il y a eu entre les forces de gauche plus traditionnelles, plus ouvrières, tout ça, s'est faite avec Option citoyenne qui devenait comme plus puissante. Donc, ça donne beaucoup plus de représentation et beaucoup plus de poids politique. Et il fallait, et toute la gauche, qu'elle soit plus mièvre, qu'elle soit plus radicale, absolument, fait affaire avec cette gauche des bonnes sœurs. Qu'est-ce que c'est que cette gauche des bonnes sœurs? Qui mangeait des sandwichs au bélonné, selon Pierre Falardeau. C'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette gauche des bonnes sœurs? Puis, j'ai un bel exemple, parce que je suis allé même, à la fin de mon intervention, je vais aller jusqu'au Parti communiste québécois, dont le responsable est un certain Parizeau. Hein? Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu parler. Parti communiste du Québec, qui lui réfute, puis je vais en parler un peu, il réfute cette association, par exemple, avec la violence de l'extrême gauche. Par contre, de repousser la violence de l'extrême gauche, ce n'est pas assez pour moi pour que la gauche devienne vraiment la gauche et cesse d'être avec de faire cette alliance avec les bonnes sœurs. Je vous explique. Donc, l'Union, l'UFP, la gauche traditionnelle ouvrière, ici, c'est un exemple qu'on a au Québec, mais c'est partout dans le monde, d'accord? Donc, et avec Option citoyenne, qui, elle, est empreinte de ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Et voilà. Ça, là, tu me fais plaisir. Là, tu fais le bonheur de Christian. Là, tu reviens sur ta chronique de la semaine passée, parce que tu avais fini là-dessus, puis on n'avait pas eu le temps de l'aborder. Et là, je voulais que tu nous en parles. Qu'est-ce que c'est que l'intersectionnalité? Je commence toujours pour expliquer ceci. Par l'exemple suivant. Vous savez, il y a eu une lettre dernièrement de féministes qui ne comprennent pas les féministes qui sont pro-niqab, mettons. Ben, les féminazis, là. C'est ça, exactement. Donc, tout ce féminisme-là qu'on pouvait appeler de troisième vague, ça vient de ce qu'on appelle une doctrine qui s'intitule comme suit, c'est-à-dire on peut la lire comme suit. L'intersectionnalité, là, c'est pas le sexe, hein, l'intersection. Donc, les sections, l'intersectionnalité. Qu'est-ce que c'est? Ça vient de l'anglais. Intersectionality en anglais. C'est une notion employée en sociologie et en réflexion politique qui désigne la situation de personnes subissant, puis là c'est très important les mots, là, qui désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de domination ou de discrimination dans une société. Et si ça n'était resté qu'au concept politique, assez abstrait dans les universités, mais c'est pas ça. Le problème, c'est que ça n'en est pas resté là. Ça n'en est pas resté là. Donc, ça a fait des petits ça dans les 30 dernières années. Et on est en plein dedans. C'est-à-dire, hors de ce mouvement-là, hors de cette pensée politique-là, tu ne peux même pas être considéré de gauche. Point de salut. Par ces gens-là. Point de salut. Donc, en gros, tu dois défendre et t'inclure dans la lutte de toutes les identités minoritaires. Personnes de couleur, racisées, LGBT, puis là, rajoute-les. Louette, queer, capacitistes, toute dysfonctionnalité, handicap. Des gourous. Voilà. Si l'intersectionnalité convie toute personne vivant une discrimination à rentrer sous le chapeau de l'intersectionnalité, sans quoi toute lutte est vaine. C'est-tu comme l'interculturalisme? Ça n'a aucun rapport. 2 minutes au cachot. Oui. Donc, en gros, ce que je veux bien faire comprendre. Vous savez, l'histoire du racisme. Quand on voit la société comme une série de... Mettons qu'on est aux États-Unis, là. Je suis un soldat. À force de développer des liens avec des potes, soldats qui ont été noirs, avec les Blancs, mais finalement, on devient des amis. Donc, en gros, il y a
réellement une amélioration si on prend juste la notion de racisme. On ne touche même pas pour tout de suite à la notion de féminisme. D'accord? Il y a une amélioration des rapports entre les Blancs et les Noirs qui est phénoménale quand on regarde ça sur des dizaines d'années. Absolument. Écoute, regarde. Phénoménal. D'accord? C'est génial en passant, là, le décloisonnement, l'ouverture qui s'est faite, le racisme qui était tombé, parce qu'il y a l'espèce de tension qui a pu exister dans le passé, qui n'a jamais été, soit dit en passant, ce qui a existé aux États-Unis, là. Mais au Québec, tu sais, on entendait là, les vieux mononcles, les vieilles matantes, les grands-pères, les grands-mères, pas parler de noirs, mais parler de nègres, et d'utiliser donc des qualificatifs peu élogieux à l'encontre de la communauté haïtienne, notamment. Et c'est ça, exactement. Et cette avancée-là, si on prend juste le point de vue du racisme, mettez en scène, puis là, il faut revenir aux États-Unis. Parce que comme le concept part de là, c'est aux États-Unis qu'on commence tranquillement à en revenir. Oui. Parce que, justement, si vous tapez « problème avec l'intersectionnalité », vous ne trouverez rien sur les sites francophones. Vous ne trouverez rien d'autre que des trucs qui sont à la louange de cette doctrine-là. En français, que ce soit en France ou au Québec, vous allez tomber sur des textes qui louangent cette nouvelle approche. C'est pas une nouvelle approche, ça fait 30 ans, ça, là, que ça dure. C'est commencé. Fait que ce que tu nous dis concrètement, c'est que dans le monde anglo-saxon, tranquillement, pas vite, la balloune est en train de passer, mais que nous autres, on est encore dans le haut de la vague. On est en train de on l'a subi parce que l'élite politique s'en est emparée sans que nous, on sache vraiment d'où ça vient. Okay. Et comme aux États-Unis, il est arrivé le même principe, l'élite politique, les campus universitaires, les politiciens, le Parti démocrate, entre autres, les médias, c'est incroyable, se sont emparés de ça. Fait en sorte que là, maintenant, ça fait tellement longtemps qu'il y a une écœur en titre. Et là, on approfondit le sujet. Et si tu tapes en anglais « Problem with Intersectionality », là, tu vas tomber sur des trucs incroyables. Ce que je veux dire, c'est que si on prend, par exemple, si on revient ici, Québec solidaire, là, toute la mouvance Manon Massé, la mouvance qu'elle reprend de la mouvance Françoise David, ça, c'est la mouvance la plus forte de la gauche. Donc, si tu m'arrives à moi et tu dis « Oui, mais c'est pas ça la gauche », ben je vais dire « Je m'excuse, c'est ça. » Et je n'ai trouvé, mais aucun mouvement qui était absent, ou l'intersectionnalité, un mouvement de gauche, là, qui était absent de ce mouvement-là. C'est-à-dire, autrement dit, que l'intersectionnalité était absente des mouvements de gauche. J'ai fait la recherche jusque pour aller chez... je suis tombé sur un texte. Le monsieur Parizeau, là, qui est pas notre Parizeau, on s'entend. Qui n'est pas Jacques Parizeau, là, je ne me souviens plus de son prénom. Parizeau. Vous taperez ça, le Parizeau, Parti communiste du Québec. Lui a écrit un texte dans lequel il se désole qu'on fasse l'amalgame entre la gauche, l'extrême gauche, la violence et tout, et tout, et tout. Donc, il dit « Je ne suis pas d'extrême gauche. Nous, au Parti communiste québécois, on ne s'associe pas, par exemple, aux antifascistes et tout, et tout, et tout, et tout. » Le problème, mesdames et messieurs, c'est que je suis allé sur le site du Parti communiste québécois. Et il n'y a que de l'intersectionnalité là-dessus. Rien que ça. Genre, il y a une première transgenre élue au Québec. Bravo! Oui, extraordinaire. C'est tous des textes comme ça, ou bien des textes anti-impérialistes, comme il y en aura toujours. Non, genre contre Trump. Oui, mais ça, c'est un classique. C'est normal, c'est communiste. Ça a toujours existé, puis c'est tout à fait normal. Puis j'ai un petit côté anti-impérial sur ce côté-là. On me connaît, même sans être vraiment de gauche. Alors... Moi, j'ai toujours aimé Darth Vader. Moi, j'aime l'Empire. C'est ça. Ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est que, bien entendu, quand quelqu'un dit que maintenant, ce n'est plus une question de gauche-droite, je vais dire oui, à condition qu'on s'entende sur des bases. D'abord, la gauche, qu'est-ce que c'est? La gauche, qu'est-ce que c'est que la droite? La première définition, d'où ça vient, la gauche, la droite? Ça vient de la salle du manège, quand on a improvisé une assemblée de députés à la Révolution française. À Versailles. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui étaient les révolutionnaires qui voulaient vraiment changer l'homme, parce que la gauche, c'est ça, hein, c'est changer l'homme. Il faut que ça change tout de suite, là. On n'est pas prêt, comme je disais tout à l'heure, à voir l'avancée au fur et à mesure, parce que je reviens à cette intersectionnalité-là, et je reviens à la notion de gauche-droite après. C'est-à-dire que, avant, ce que tu avais, c'est que c'était une bonne chose d'être ce qu'on appelle aveugle de la couleur.
Par exemple, tu es blanc, tu vois un noir, tu ne vois pas un noir. Tu vois un être humain. Ben absolument. Selon... Mais ça, c'est la façon humaniste, c'est la façon intelligente de voir une personne. C'est non pas en fonction de son apparence physique, de son orientation sexuelle. On s'en sac. Qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? On touche exactement à ce à quoi... Ce qui m'interpelle, là, c'est de vous faire comprendre, puis à tout le monde de vous faire comprendre que quand vous parlez comme ça, pour ces gens-là, pour la gauche, celle qui détient le pouvoir dans les médias, dans les partis politiques, par exemple QS, même au PQ, et même certaines personnes au Parti libéral, c'est que vous êtes dans le tort. Ah, c'est des trous de cul. Ah, c'est des trous de cul. Non, mais vous êtes dans le tort. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas être colorblind. Pourquoi? Donc, il faut être raciste. Il faut faire de la discrimination. Autrement dit, il faut que... Mais ça vient de quelque part. Je peux le dire. Ça vient de quelque part. C'est une certaine Crenshaw. C'est une noire universitaire américaine qui a développé ce concept-là. Et ça l'a débordé, ça l'a dépassé. C'est-à-dire que d'abord, ce concept-là était pour aviser les juges, pour les former, pour qu'ils soient capables que lorsqu'ils ont à juger, par exemple, un noir, de pas simplement de juger un être humain, de juger un noir par rapport à son identité, puis par rapport à sa discrimination qu'il va vivre. Par exemple, tu es un noir, oui, mais tu n'es pas simplement un être humain, tu es un noir. En plus, tu n'es pas rien qu'un noir, tu viens d'un milieu socio-économiquement défavorisé. Puis en plus, est-ce que tu es gay? Si tu es gay, ben tu es noir, puis en plus, tu es gay. En plus, est-ce que tu es chauve? Puis je ne suis pas des farces que je dis là. Donc, est-ce que là, tu es noir, tu cumules. C'est un cumul. Incroyable. Un cumul. Est-ce que tu aimes la crème de la vanille? Finalement, c'est ça, exactement. Imaginez-vous, puis là, le concept a continué à être développé. Là. Maintenant, ça a été les femmes. Donc, les femmes, tu n'es pas simplement une femme, tu es une femme noire. Et tu n'es pas simplement une femme noire, tu es une femme noire qui est sûrement dominée par un racisme systémique blanc, et en plus, par ta propre communauté, par les Noirs de ta propre communauté. Donc, c'est un cumul des discriminations que tu peux vivre. Le problème, si ça n'en était resté que là, mais ce n'en est pas resté là, quand vous écoutez, quand vous voyez, par exemple, Valérie Plante à Montréal, quand vous entendez Coderre dire, puis tout ça, c'est lié. À quelle époque, ça? Quand vous entendez, des années 80 à peu près. OK. Mais ça se peut-tu qu'à cette époque-là, c'était une question de rééquilibrer la balance? Non. À l'époque? Non. Elle l'a fait simplement pour aider les juristes. Et elle l'avait même, à l'époque, dit que faut faire attention si ça déborde sur le terrain du militantisme politique. Et là, c'est clairement débordé sur le terrain du militantisme politique. Rappelez-vous des encarts de l'AF, je ne sais pas trop quoi, l'association super gauchiste là, de l'Université du Québec, là, qui mettait des affiches pour dire... l'affiche UQAM. Par exemple, tu vas à l'UQAM, on va te convier à certaines réunions, puis par exemple, si t'es blanc, t'as pas le droit d'y aller. C'est un homme blanc. Hey, moi, là, donc Claude, ça vient de là direct. Mais ça, je suis d'accord. Ce n'est pas une influence par le champ gauche. C'est exactement ça. Il faut aller lire les textes. Ce n'est pas des influences par le champ gauche ou par la porte d'en arrière. C'est exactement ça. Si tu n'adoptes pas l'intersectionnalité, t'es out the game. C'est une genre de petite coterie, une genre de petite franc-maçonnerie qui ont pris le pouvoir partout. Ils sont partout dans les médias. Écoute les médias de Radio-Canada. C'est incroyable. Tu nous parles de l'UQAM. Faut pas oublier, et ça c'est Joe Berger qui nous le dit, un de nos auditeurs qu'on salue, nous dit faut pas oublier aussi l'Université Concordia. Oui, absolument. Je ne parle pas juste de l'Université du Québec à Montréal. Tout ce que tu entends là-dessus, que ce soit les membres de la flèche, ou peu importe là, que tu parles de Radio-Canada, c'est pas tout le monde qui ont cette adhérence-là de manière volontaire, de manière aussi concrète que tu le décris. Moi, j'ai une question. Là, je suis d'accord pour dire que présentement, il n'y a pas de parti pour les petits orphelins, je dirais, de gauche, ou gauche au sens premier, là, où ce que tu le définissais tantôt, comme moi, là, tu sais, là, qui peuvent être à la fois souverainistes, mais qui sont pour le partage des richesses. Là, on s'entend là-dessus. C'est un Québec solidaire jusqu'à temps que je te réchappe. Non. Mais la question n'est même pas là. C'est que, à la limite, Québec solidaire, pendant longtemps, a exprimé des idées. Les premières idées de Québec solidaire avaient quelque chose de séduisant. Là, faut pas, oui, mais tu te souviens, c'était Amir Kadir qui avait le gros du... puis être tranquille
tranquillement. Oui, mais c'est ça. Oui, mais c'est ça que je dis, mais c'est quelque chose qui a changé. C'est quelque chose qui a changé, mais c'est parce que tu peux pas. C'est pour ça que je dis, puis que je vais toujours défendre. Tu sais, tu peux pas juste dire Québec solidaire d'un coup, puis les condamner, parce que je suis persuadé qu'il y a des gens à l'intérieur de ça qui sont simplement, on va les nommer des social-démocrates, tu sais, comme tu définissais tantôt, qui vont même être souverainistes, qui sont pas de droite, qui sont pas libérales. Finalement, ce sont des orphelins, parce que là, présentement, quand tu regardes ça, ils n'ont pas de parti. Fait que quand Québec solidaire est arrivé, il y avait quelque chose de séduisant là-dedans, c'est-à-dire, ils ont des idées de gauche, partage des richesses. C'est tellement le fun d'avoir le vote Summercelli. Non, mais à l'époque, c'était quand même ça. Quand tu as vu Option nationale arriver... Je savais déjà que c'était de la merde. Oui, mais à l'époque, écoute, le PQ allait nulle part. Hey, c'est tellement attirant. Le PQ allait nulle part à cette époque-là. Les libéraux vont pouvoir régner pendant les 30 prochaines années. Oui, mais c'est parce que toi, tu regardes ça de loin. On s'égare. Oui, t'as raison, Claude. Monsieur, on s'égare. Je vais quand même... Mais tu regardes ça de haut. Tu l'as pas formulé, attends une seconde. Tu l'as pas formulé en tant que question. Mais je l'entends, ta question. Oui. Non, mais c'est vrai. Non, je comprends c'est la nature, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette précision-là. Mais je ne cesserai jamais de vous exhorter à voir le problème de l'intersectionnalité. C'est tout ça le problème de la gauche. Je vous le dis. Vous savez, mettons que tu es un peu plus à droite, plus à gauche, où on se rejoignait, tu l'as dit tout à l'heure, mettons, par exemple, dans le Parti québécois, assez typique, social-démocratie. Mais maintenant, quand je parle d'intersectionnalité, ce n'est pas que Québec solidaire, c'est Radio-Canada. Oui. C'est même PQ à certains niveaux. Des universités. C'est comme un virus, tous les partis politiques, presque sans aucune exception. Sans aucune exception. Par exemple, il y en a qui... Oui, c'est ça. Tu sais, tous les partis politiques en sont touchés. Oui, parce qu'ils se sont tous travestis chacun leur tour pour adhérer à ça, à ce que tu décris, à ce que tu dénonces, en fait. C'est pas parce que tu ne connais pas le terme d'intersectionnalité que tu n'y as pas adhéré. Moi, je convie tous les gens à aller lire sur l'intersectionnalité. Et c'est dommage. Si vous tombez, par exemple, sur la revue Ababar en français, vous verrez, par exemple, une musulmane pro-niqab écrire un texte sur l'intersectionnalité. Ouais. Donc, mais vous ne verrez rien... Tu parles l'équivalent de Ricochet. C'est ça. Vous ne verrez rien dans le monde francophone. Il faut malheureusement aller lire en anglais. Tapez « Problem with intersectionality ». Oh yes, baby. Écoute, il nous reste encore 2 minutes. Je te laisse 1 minute pour conclure, puis moi, je prends la dernière. Ben écoute, la seule chose que je pourrais dire, c'est faire du pouce un peu sur ce que tu disais, Éric, par rapport à l'affaire Gilbert-Sicotte. Oui. J'inviterai les gens à lire ce texte-là. Toi, François, tu nous as parlé de Patrick Lagacé. Je l'ai pas lu. Moi, c'est celui, comment il s'appelle, l'ancien Guy... pas Dantel. Une bête puante. Guy Fournier. Non. Guy Fournier, merci. Donc, Guy Fournier fait un texte incroyable, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est une bombe puante de Radio-Canada. Il commence comme ça, je ne décolère pas depuis mercredi. Se peut-il que Radio-Canada, notre société d'État, soit descendue si bas? Se peut-il que pour ranimer l'auditoire défaillant de ces téléjournaux, la société consacre 8 minutes d'antenne à un faux scandale? Tout ça, lisez-le à la lumière de l'intersectionnalité. On va faire ça. Je vous le dis, c'est la clé pour comprendre ce monde de braillard-là dans lequel on est. Et chapeau, et là tu me parles d'intersectionnalité, et moi j'ai le goût de te parler aussi vite, de dire simplement chapeau à Guy Nantel. Oui, chapeau à Guy Nantel. Pour son apparition à Tout le monde en parle dimanche dernier. J'ai pas écouté Tout le monde en parle, j'ai écouté uniquement la section sur YouTube qui était diffusée de Guy Nantel, et je dois te dire que, regarde, il a fait une sacrée bonne job, solide et admirable. Nous, on termine notre émission des Chiens Fous pour cette semaine. Messieurs, je vous remercie pour les excellents commentaires. Ça a été vraiment agréable. Et merci à nos auditeurs de nous suivre comme ça, religieusement, de semaine en semaine. Vous nous faites plaisir. Vous nous faites plaisir, on le fait pour vous, et on espère que ça vous plaît. Dans un instant, le Journal du soir avec François Saint-Louis et, naturellement, son invité du mardi soir, j'ai nommé Steve Fortin. À la semaine prochaine. Bonsoir tout le monde. Bye bye. Des
Ici Bernard Landry. Vous écoutez radioinfocité.com.